Aujourd'hui, on a reçu le rédacteur du Livre bleu pour nous parler de la transition d'un Québec province à un Québec pays. Qu'est-ce qui va advenir des passeports? Ça, le Canada a souvent été à la traîne des dernières technologies de passeports sécurisés. Si vous êtes intéressé à un passeport pas fort, moyen, bien, vous allez pouvoir le garder. On ne va pas empêcher ça. J'y ai aussi demandé, est-ce que le français a un avenir au Canada? Puis toutes les projections qu'on voit de Statistique Canada sont catastrophiques. Ah oui, puis j'y ai demandé, est-ce qu'on est capable d'avoir une armée? Ça, c'est une question qui me fait mal. C'est des soldats à Valcartier qui sont des Québécois. Ils ont juste une feuille d'érable sur leur uniforme. Est-ce qu'ils ne seraient plus capables de faire leur travail parce qu'ils changent d'allégeance? Alors bonjour à tous, on est avec Jocelyn Caron, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. On va parler du Livre bleu. Tu es le rédacteur du Livre bleu. Peux-tu nous expliquer un peu d'où tu viens, pourquoi tu es devenu indépendantiste d'abord, puis après ça, on ira dans le Livre bleu? OK, ben, c'est une bonne question. D'où je viens, ben, moi, j'ai milité beaucoup au Parti québécois. J'ai été secrétaire du parti. J'ai participé à la refondation du parti. J'ai réécrit les règles de fonctionnement du parti et j'en suis devenu le président à l'élection de 2022. J'ai déjà été candidat aussi en 2018 et en 2022. Et puis, ben, c'est ça, je milite activement depuis 9 ans au Parti québécois. Puis même avant aussi d'autres sortes d'implications qui avaient lieu aussi au Parti québécois, mais pas autant que depuis 2017. Pourquoi je suis devenu indépendantiste? C'est une bonne question. Souvent, je me la pose, puis je ne suis pas capable d'identifier un moment précis, mais pour moi, ça a comme toujours un peu coulé de source. Mais je pense qu'un élément qui est euh, déterminant dans mon indépendantisme, c'est ma mère qui, quand j'étais jeune, aux environs peut-être du cégep, ou un peu avant le cégep, elle m'avait fait regarder un documentaire en 4 épisodes qui avait passé à Télé-Québec sur la Révolution tranquille. Euh, et ben, on voyait toute l'évolution. C'est sûr que c'était assez romantique, mais on voyait toute l'évolution de la Révolution tranquille, puis que ça menait logiquement vers l'indépendance. Puis ça se terminait pas mal en queue de poisson, là, parce que c'était 4 épisodes de 60 à 80, puis ça se termine avec la défaite référendaire de 80. Puis pour moi, ça coulait de source. Puis c'est la première fois que je voyais l'histoire du Québec, puis je me disais, tu sais, ça peut être glorieux, ça peut être. C'est pas plate tant que ça, là, tu sais. Puis ben après ça, ça a toujours été comme un peu par défaut, jusqu'à temps que plus je progresse dans mes études puis dans mes implications, ça devienne vraiment plus sérieux. Fait que j'ai jamais eu de moment où, disons, j'étais fédéraliste ou je savais pas. C'était juste à un moment donné, ça s'est affirmé. Mais cette conception que le Québec peut être indépendant puis que c'est l'avenue logique de ce qu'on fait depuis les années 60, ça date au tournant du secondaire puis le cégep. OK, OK. Puis rappelle-moi, tu as étudié en quoi déjà? J'ai étudié en sciences politiques à l'Université de Montréal. J'ai étudié le droit à McGill sans devenir avocat. Puis après ça, je suis allé à l'École nationale d'administration en France, à l'ENA, donc en administration publique. Un bon parcours à ce niveau-là. Ben, je laisse les autres le juger, mais je pense que ça peut être utile pour qu'est-ce que je fais. Ben oui, c'est ça, ça donne les bons outils Oui, c'est pour ça, ce que tu évidemment. fais actuellement. Parlons justement de ce fameux livre bleu qui a été annoncé, je pense, il y a quelques semaines déjà. Il y avait eu quelques chapitres d'annoncés. On en a parlé avec Pascal Paradis, notamment avec Gabriel Coulombe. On avait parlé plus de l'économie à l'époque, qui avait eu le budget de l'an 1. Donc, le livre bleu, c'est quoi exactement? Le livre bleu, c'est un document dans lequel on souhaite répondre au plus de questions possibles, aux questions légitimes que les Québécois peuvent se poser sur pourquoi l'indépendance, puis comment l'indépendance. Puis ça vient d'un constat qui avait été fait par Paul, puis un peu par moi aussi, mais par Paul. Là, à l'élection de 2022, on était ressorti de l'élection en se disant, parce que j'étais président à l'époque, euh, il faut répondre au plus de questions possibles, puis il faut être le plus transparent possible sur la question de l'indépendance, parce que ça n'a jamais été fait au niveau auquel on pensait, puis on croyait que ça pouvait nuire au projet indépendantiste, des fois, d'avoir l'air pas préparé, d'avoir de la brouillon, ou quand on se fait poser des questions, d'avoir des réponses un peu incomplètes, parce que c'est des questions auxquelles on n'a pas réfléchi outre mesure. Euh, Puis ben, après ça, on s'est dit, OK, on va faire ça. Puis en le faisant, bien évidemment, c'est quelque chose que tu commences, puis finalement, ça prend une grande ampleur parce que tu dis, ah, ben, il faut toucher à ça, il faut toucher à ça, il faut toucher à ça, il faut toucher à ça. Puis au fil du temps, ben, ça agrandit
le canevas initial était plus petit que ce qu'on connaît maintenant, là, le produit fini, disons. C'est ça, parce que là, c'est assez impressionnant, puis ça n'a pas fini d'évoluer de ce que j'ai compris. Ben non, Paul l'a dit ouvertement et clairement que c'est comme une première version, que c'est appelé à évoluer. C'est appelé à évoluer si on est au gouvernement, évidemment. Il y a des gens qui nous font valoir certains commentaires très pertinents pour l'améliorer. Fait on n'a jamais dit c'est fermé puis ça ne changera pas. Si on est un parti sérieux à l'écoute des gens, ben, on doit être ouvert à leurs commentaires et leurs questions, puis on peut l'améliorer. Puis déjà, c'est très mineur, mais il y a des petites corrections. Là. Fait que, au fil du temps, maintenant, il va y avoir une date sur le livre bleu, puis il y en a déjà une sur la dernière version en ligne. Puis ben, il y a des petites améliorations qui vont se faire. Puis évidemment, au pouvoir ou même avec plus de ressources pour le parti, ben, c'est quelque chose qui va être amélioré, c'est sûr, puis qui va être appelé à évoluer. Oui, puis le contexte aussi géopolitique, mondial, politique au Québec Mhm. va évoluer. C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est pas fermé, mais il y a quand même des bases là-dedans qui sont assez intangibles, là, qui ne bougeront pas, c'est sûr. Là. Absolument. Comment que vous vous êtes pris pour le rédiger, ce fameux livre bleu? Ben, on s'est pris d'une manière très, très. J'appelle ça un peu une structure militaire, un peu. Tu sais, c'était assez pyramidal. C'est-à-dire que la commission politique a mis sur pied quelques comités thématiques avec plusieurs personnes qui contribuaient à fournir des fiches de contenu sur des sujets qu'on avait prédéterminés. Puis ces comités-là allaient chercher des gens qui avaient une expertise dans des domaines. Après ça, euh, ben, ces notes-là sur les sujets qu'on avait demandé nous étaient remontées, puis on faisait le tri, puis ça aidait à la rédaction. Puis je le dis souvent, mais il faut quand même saluer le travail des dizaines de personnes qui ont travaillé comme ça, parce qu'on leur avait dit, il est possible que ce que vous nous soumettez ne soit pas retenu. Alors, puis vous allez juste le découvrir quand le livre bleu va sortir pour des raisons de confidentialité. Donc, moi, je trouve que ça prend un degré d'abnégation qu'on trouve juste dans la famille indépendantiste de travailler bénévolement avec l'incertitude que ton travail va être utilisé puis va sortir. Puis ça, c'est des dizaines de personnes. Puis une fois que ça a été fait, ça concernait certains sujets, ben j'en ai assuré une bonne partie de la rédaction. Puis après ça, il y a eu un aller et venu avec le chef, notamment, qui émettait ses commentaires, puis qui disait qu'il fallait améliorer telle facette ou telle autre facette. Louis Lyonnais aussi, qui était un conseiller proche du chef, le soir, il m'appelait après ses heures de travail, il me disait « Ah, il faudrait changer ça, etc. » Puis, ben, à la fin, ça a donné ce que ça donne. OK. Puis ça a pris combien de temps, tout ce processus-là? À partir de. Mettons qu'on part du canevas de base, là, comme la première. Ça a commencé avec une table des matières, des sujets qu'il faudrait traiter. Puis là, ben, on rajoutait des affaires. Puis ça n'a jamais été on en supprime. Ça a toujours été on en rajoute. Fait que je dirais. Bon, 2 ans et demi. Puis là, maintenant, ce livre bleu-là, il est disponible en ligne. Moi, je l'ai survolé dans les derniers jours. À qui ça s'adresse? Ben, ça s'adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'indépendance. Ça s'adresse aussi à ceux qui veulent construire leur argumentaire, trouver des réponses pour parler aux autres de l'indépendance. Parce que il n'y a personne qui se berce d'illusions en se disant 500 pages, c'est accessible à tous les Québécois, ils vont tous le lire puis ils vont tout aimer ça. Je veux dire, c'est normal que ça soit adressé à, disons, au début à des gens qui sont passionnés, à la presse politique aussi qui s'intéresse à ces questions-là. Puis, mais ça s'adresse à tous ceux que ça peut intéresser. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a du monde qui font des résumés, qui trouvent des arguments, qui voient des éléments intéressants dans le livre bleu, qui ont envie de partir. Puis ça sert aussi à engager un dialogue. C'est-à-dire que tous les gens qui ont un intérêt dans certains des sujets, ben, ils peuvent le lire et nous envoyer leurs commentaires. Fait que moi, je préfère pas restreindre l'auditoire parce que on ne sait pas qui peut lire ça. Puis, on a eu des commentaires déjà de personnes qui habitent même pas au Québec puis qui ne sont pas concernées par ça, mais qui voulaient apporter leur au moulin, là, pour vrai. Ah ouais? Ouais, C'est-tu des Français? Pas nécessairement OK. des Français. J'ai en tête
un Albertain qui l'a lu, puis qui avait OK. des commentaires. Puis, tu sais, on a vérifié là, un peu, là, avec son. Parce que, tu sais, il y avait ses coordonnées, puis tout. Le gars, il n'a jamais vécu au Québec, là, tu sais, c'est pas. Mais il nous a envoyé des commentaires, puis il était pertinent. Fait que. C'était sur quel chapitre? Si c'est pas indiscret. euh, C'était sur le chapitre sur la monnaie, OK. sur des exemples autres de pays qui ont mis en place une monnaie, puis qui ont gardé leur souveraineté monétaire. Ah, c'est intéressant. Moi, j'en reçois beaucoup puis j'adore tout le temps ça, là, de voir des Français qui nous appuient sur les médias sociaux, comment qu'on peut vous aider. Des fois, c'est un peu compliqué comme Ouais. ça à distance, là, mais il y a beaucoup de Français Ah ouais? motivés Ah ouais? derrière Je savais notre pas ça. cause et notre projet. Ouais, je salue notre auditoire français. Ben, c'est très intéressant comment que ça a été produit. L'une des questions que j'ai vu beaucoup revenir en ligne, puis moi je le demande aussi avant chaque entrevue à notre communauté s'ils ont des questions, c'est est-ce que le livre bleu va être disponible format papier? Euh, il risque de l'être après l'élection. La raison pour laquelle il n'a pas été disponible avant l'élection, c'est qu'on avait des choix à faire comme organisation. Puis un livre papier, il y a deux façons de le sortir. Soit qu'il y a un éditeur qui le fait pour toi, mais l'éditeur, n'importe quel éditeur nous demandait un délai quand même assez long entre la remise du manuscrit puis la publication. Euh, Puis un délai où on ne pouvait plus faire de changements et où, de notre point de vue, malgré tout le professionnalisme des maisons d'édition, il y aurait pu avoir des fuites. Fait que ça, c'est pas une avenue qu'on voulait. Puis l'autre avenue, c'est l'autoproduction, c'est-à-dire l'auto-édition. Nous, on le fait nous-mêmes. Mais il faut savoir que les partis politiques au Québec, quand ils vendent des choses, ils ne peuvent pas faire de profit. Parce que c'est considéré contourner la loi électorale. Puis on peut comprendre. On pourrait vendre un livre bleu 2 millions, puis il n'aurait jamais coûté ça. Puis là, dans le fond, on contournerait les règles électorales. Fait qu'on ne peut pas faire de profit. Puis là, ça impose à la vente, c'est qu'il ne faut pas qu'on aille, pas qu'on produise trop, puis générer des invendus, parce que là, c'est l'argent des membres qu'on perd à la veille d'une élection. Il aurait fallu mettre des gens aussi à la permanence au service de l'impression papier avec des délais de livraison assez longs pour justement jamais perdre d'argent. C'est toujours jauger l'offre et la demande. Puis là, ben, on s'est dit, à la veille d'une élection, il ne faut pas prendre de risques financiers. Puis il ne faut pas consacrer des ressources qui ne sont pas très grandes, qui seraient à la préparation de l'élection, à faire une copie papier. Fait qu'on s'est dit, c'est un projet qu'on va remettre après l'élection. Mais on voit déjà des gens aller chez leur imprimeur pour le faire imprimer. Généralement, c'est autour de 35-40 $ que les gens s'en tirent pour une copie noir et blanc, là. Fait que c'est une affaire que les gens peuvent faire. Puis on l'a vu un peu partout le faire. Puis c'est pour ça qu'il y a une version imprimable aussi. Il y a une version comme maquette 2 pages qui est la plus belle, notamment au niveau des images, mais il y a une version imprimable que c'est une page simple à chaque fois. Les gens peuvent le télécharger puis aller chez leur imprimeur du coin, puis tout le monde le fait faire, là. C'est relié, très facile. Ouais, je l'ai vu beaucoup sur Facebook ces derniers jours. Je mettrai le lien vers le livre bleu dans la description pour celles et ceux qui veulent le lire. Sinon, on le retrouve facilement là, sur le site internet du PQ. On va rentrer directement. Moi, j'ai fait, comme je le disais, le survol du livre bleu. On aurait pu faire un épisode pratiquement par sujet. Je pense que ça aurait été intéressant. Là. Les ressources nous manquent, mais on va se consacrer donc à ce que j'ai retenu, ce qui me semble être les préoccupations puis les peurs qui reviennent le plus, puis les éléments centraux. Le premier élément, c'était pourquoi l'indépendance. C'est un peu le début du livre bleu, de ce que j'ai compris. Les raisons fondamentales, disons. Je pense qu'il y a un chapitre qui s'appelle justement Le Québec freiné dans son élan. Mhm. Pourquoi c'est important de commencer comme ça? Ben, la raison fondamentale de l'indépendance du Québec, c'est la manière dont on l'a écrit, c'est le Québec est différent. Le Québec a le droit de perpétuer sa différence. Puis le cadre canadien actuellement ne l'empêche pas ou freine très fortement la perpétuation de sa différence dans le temps, de plein de manières. Puis il n'y a pas d'avenir dans le Canada pour la nation québécoise. Puis il n'y a pas d'avenir pour des raisons qu'on peut dire qui sont culturelles et politiques, mais mis ensemble pour l'expression de la différence québécoise. On va dire ça comme ça. Pour ce qui est de l'avenir, disons, culturel du Québec dans le Canada, on peut là, discuter puis on le fait dans le livre bleu. Là. On sort toutes les statistiques sur la question de la langue française, qui est le pilier de la différence. Il y en a d'autres, là. C'est le pilier de la différence québécoise, c'est l'aspect culturel, la langue.
on a sorti toutes les statistiques qui montrent un portrait quand même très négatif, puis qui est accentué par la présence du Québec dans le Canada, ou la présence du Canada sur le Québec, on Mhm. peut dire. Mais fondamentalement, on peut prendre un ou deux pas de recul, puis regarder sur le temps long. Puis le temps long, c'est quoi? C'est que depuis 1840, depuis l'acte d'union, qui a fusionné de force le Canada-Est et le Canada-Ouest dans le Canada uni, la proportion de la population québécoise et francophone, parce que c'est deux affaires différentes, dans le Canada, ne cesse de diminuer. Donc, on est parti en 1840, puis déjà, on est gentil parce qu'avant, c'était 100%. Mettons qu'on part de 1840, on était 50% de la population, le Québec et les francophones. Puis là, ça suit, là, on va pas aller dans les virgules, là, mais c'est à peu près la même chose. Puis depuis ce temps-là, la place du Québec et des francophones dans le Canada n'a fait que décliner. Puis là, on est rendu à moins de 20%, où on va le franchir très bientôt. On part de 50% de la population à moins de 20%. Ça a des conséquences de plein de manières. Évidemment, notre poids politique dans le Canada diminue. Puis à la limite, c'est correct. C'est-à-dire que ça serait antidémocratique qu'on ait 2 ou 3 fois plus de députés dans le Canada juste parce qu'on est différent. À un moment donné, on peut comprendre que notre poids politique diminue. Puis le poids des francophones aussi à la grandeur du Canada, mais incluant au Québec. Fait que, disons, nous, là, les indépendantistes, on a maintenant, si on fait le calcul, là, 186 ans de déclin. Il n'y a aucune manière de renverser ça. Quand les fédéralistes un peu jovialistes nous disent « Ouais, on va inverser la courbe, etc. », ben, faites-le pendant 186 ans, puis on pourra s'en reparler. Puis toutes les projections qu'on voit de Statistique Canada sont catastrophiques. Même Statistique Canada s'en cache pas. Fait que notre avenir culturel est menacé dans le Canada, puis notre poids politique, notre capacité à influencer les décisions est menacée. Maintenant, quand on dit le Québec freiné dans son élan, c'est que il y a plein de mécanismes, puis, on pourrait en parler rapidement, là, mais il y a plein de mécanismes dans le Canada qui, en plus, entravent la différence culturelle québécoise, favorisent la minorisation des Québécois, des francophones, qui, en plus de ça, font en sorte que les préférences politiques des Québécois ne peuvent pas être exprimées. L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés va à l'encontre d'un modèle d'intégration qu'on voudrait au Québec, à la fois scolaire, linguistique, puis maintenant sur des questions de laïcité. Le pouvoir de dépenser fédéral fait en sorte qu'il y a un ordre de gouvernement qui viole constamment l'esprit puis la lettre de la Constitution, surtout l'esprit, mais on peut dire quasiment la lettre, en empêchant les provinces et donc le Québec de même utiliser les compétences qui sont les siennes pour exprimer sa différence et ses choix politiques. Le régime canadien tel qu'il existe depuis 1867, c'est un régime où le fédéral a le dernier mot sur tout. Pas juste sur ses champs de compétences, sur tout. Le régime canadien, c'est aussi, là, récemment, ça, je n'ai moins parlé dans mes exposés, mais je pense que c'est important. Le régime canadien est bâti comme un empire. C'est-à-dire que, puis ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, là, c'est des penseurs de gauche et de droite qui ont sorti des essais dans des maisons d'édition universitaires qui utilisent la grille de l'Empire pour lire le fonctionnement du Canada. C'est-à-dire, l'Empire, c'est quoi? C'est un centre de décision avec un projet dit universel, le multiculturalisme, qui nie la différence québécoise. Puis, la notion que cet ordre de gouvernement-là a le dernier mot, mais après ça, envoie l'intendance dans les provinces, puis c'est les entités sous la coupole du centre qui gèrent les gros problèmes, puis qui ont toutes, disons, l'insatisfaction politique des citoyens. Les gens sont souvent très fâchés contre les services que le gouvernement donne, puis ça se retourne contre les provinces. Puis le fédéral, souvent, est comme, malgré qu'il influence de plein de manières, est capable de se distancer de cette frustration-là. Puis cette grille de lecture-là, je pourrais la développer plus si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais l'Empire austro-hongrois était plus décentralisé que le Canada, là. Puis la raison pour laquelle c'était comme ça, c'est que pourquoi c'est comme ça au Canada, surtout, c'est que quand les pères fondateurs du Canada ont mis en place le Canada, ils ont
remis en place un fonctionnement impérial de la même manière que ça fonctionnait avec Londres. C'est-à-dire, on donne des responsabilités aux entités fédérées, mais le fédéral garde tous les pouvoirs d'influence, tout le pouvoir du dernier mot, garde pour lui le pouvoir judiciaire, puis contraint les provinces à naviguer dans un carré de sable très, très petit. Donc, le Québec est freiné dans son élan parce que dans plusieurs domaines, même si des fois on ne le sait pas, en environnement, sur la question des ressources naturelles, sur la question des communications, sur la question des transports, à peu près toutes les affaires qui sont du ressort du gouvernement fédéral nommément dans la Constitution, ben, ça a des impacts dans la vie puis dans les choix des Québécois. Puis on n'est pas capable d'exprimer notre personnalité politique. Notre personnalité politique, c'est différent de la personnalité culturelle. C'est euh, la manière dont on voit les institutions, la manière dont on aimerait que le Canada fonctionne, c'est aussi incompatible avec le fonctionnement du Canada. Les Québécois sont très, très anti-monarchistes, là. Ils aimeraient ça, une république. Ils sont contre le Sénat, considèrent que le Québec devrait avoir plus de pouvoir dans le Canada, puis considèrent que leur gouvernement national, c'est le gouvernement du Québec. Alors que ailleurs, partout au Canada, le gouvernement national, c'est le gouvernement canadien. Fait que c'est un cadre où on ne peut pas s'entendre. Et puis là, il y en a plein d'autres, là, la charte, puis comment le pouvoir judiciaire au Canada est rendu très, très puissant, puis dans le fond, comment le fédéral a fait en sorte de transférer. Tu sais, souvent, tu as déjà sûrement entendu parler du pouvoir de désaveu que le fédéral a dans la Constitution. Il peut annuler les lois. Ben maintenant, il a été un peu plus fin finaux que juste utiliser le pouvoir de désaveu. Le pouvoir de désaveu s'exerce avec la Cour suprême maintenant, puis à cause de la Charte des droits et libertés. C'est là que se règlent ces questions-là. Puis le gouvernement fédéral, il n'y a aucun problème à poursuivre les provinces tout le temps, puis à demander à la Cour dont il nomme les juges, donc dont il nomme les arbitres, de régler le problème. Puis la plupart du temps, ça va de son côté. Fait que la liste est très, très longue, mais les gens n'ont pas toujours conscience de tous les domaines d'intervention du gouvernement fédéral, puis comment ça empêche le Québec de s'exprimer dans ses choix politiques. Beaucoup d'éléments intéressants. Je me prenais à chaque fois, je me disais, OK, je vais poser une question là-dessus. Puis là, tu continuais. Puis euh, si je reviens à la base là, de on est différent, tu dis, c'est ce que tu dis, puis je le pense évidemment aussi. Il y a des gens qui disent, des Québécois qui disent, ah, le Québec cherche tout le temps à être différent, mais tu sais, dans le fond, on n'est pas si différent que ça du reste du Canada. On n'a pas avantage à tout le temps jouer sur cette différence-là. Qu'est-ce que tu leur réponds? Eh ben, je leur réponds que c'est juste faux. On est différent. C'est un, c'est un fait, puis ça s'exprime de plein de manières. Le débat sur la laïcité, c'est une expression de la différence québécoise. C'est une expression de la différence québécoise parce que, de par notre culture, on est beaucoup plus tourné vers l'Europe que le restant du Canada, qui eux, on sont peut-être juste tournés vers le Royaume-Uni, quoique. Puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'idées de l'Europe qui voyagent au Québec. La laïcité, c'est ça, c'est deux conceptions du vivre ensemble, soit celui de l'Europe continentale puis des pays anglo-saxons qui s'affrontent. Bien, ça, c'est une manière où, à un niveau beaucoup plus haut, par exemple, que l'appui à l'indépendance, bien, les Québécois sont d'accord avec ça. Euh, Souvent, les gens qui disent ça aussi, c'est pour justement essayer de minimiser la différence pour dire c'est pas si vrai que ça. Mais c'est vrai dans plein de domaines. C'est pas pour rien que sondage après sondage, quand on demande aux Québécois s'ils voudraient que le Québec ait plus de pouvoir dans le Canada, c'est tout le temps oui. C'est pour l'exprimer, ça. C'est pas pour rien que euh, on tient tant à avoir puis maintenir une culture, notre culture. C'est parce que, on le dit dans le livre bleu, ça a un impact sur la façon de voir le monde. C'est-à-dire que euh, les, n'importe quel linguiste sérieux va te dire que la langue structure l'esprit, puis tu vois le monde différemment. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on a comme différence, c'est une autre manière de vivre notre vie, essentiellement, puis de percevoir le monde qui nous entoure. Puis c'est un peu ça, la richesse des nations, en fait. Puis la diversité culturelle à l'échelle du monde vient de là. Il y en a beaucoup aussi qui vont dire, puis on a reçu récemment Farnell Morisset à Génération Oui, qui vont dire, ben, au fond, le palier de gouvernement central, le gouvernement fédéral, il y a des Québécois qui peuvent s'y investir. Il y a des outils, il y a des leviers pour le Québec, même pour le gouvernement du Québec de s'investir dans la Fédération canadienne. On ne l'a peut-être pas suffisamment fait dans les dernières années. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds que, premièrement, on salue Farnell et sa pensée trudeauiste. Là. On croirait lire la nouvelle trahison
des Clercs, de Pierre-Éliott Trudeau, quand il dit ça. Mais on est 20% dans le Canada et on diminue. Fait qu'à un moment donné, si le restant du Canada perçoit son gouvernement national comme étant Ottawa, puis pas nous, on reste toujours une personne sur 5 dans un groupe qui peut tenter d'influencer. Fait qu'on peut aller influencer les choses. C'est vrai que si tu es dans ta maison parentale, puis que tu as tes parents qui gèrent la maison parentale, que si toi, tu es un enfant qui vit encore chez tes parents, mais qui est en âge de se caser, tu peux les influencer. Mais c'est pas toi qui décides. Puis ça, c'est la même affaire. Fait que on peut essayer de jouer le jeu des institutions fédérales, mais on ne décide pas à la fin. C'est une autre nation qui décide pour nous parce qu'ils sont 80% dans le Canada. Puis parce que, nonobstant, tu sais, souvent on entend le discours, là, mais c'est pas vrai. L'identité canadienne, c'est varié. Les régions n'ont pas toutes les mêmes identités. Tout ça, là, c'est du construit pour détourner le fait que la question fondamentale, c'est quel est le gouvernement national des gens? Puis dans le restant du Canada, c'est le gouvernement fédéral. Fait qu'on s'en fout de leurs différences régionales, là. Ils se tournent vers le gouvernement fédéral pour régler leurs problèmes. Fait que c'est pour ça qu'ils sont d'accord avec tout ce qu'on n'est pas d'accord, le Québec. Mais moi, c'est pas un horizon qui m'intéresse comme Québécois de dire, bon, ben on est juste 20%, fait que je vais passer toute ma vie à essayer d'influencer d'autres mondes, puis à prendre ma place. On pourrait le demander aux fonctionnaires qui travaillent à Ottawa comment ils trouvent ça, prendre leur place en français dans l'appareil fédéral. C'est drôle, l'appareil fédéral, c'est reconnu comme un des endroits qui anglicise le plus le Québec par le commissaire de la langue française. C'est pas possible de prendre ta place quand tu es juste 1 sur 5. Là. Tu serais juste une personne qui peut tenter d'influencer les choses, puis ça serait vrai, ce discours-là, si, mettons, on était 50-50. Puis à l'époque, on était 50-50, il y avait beaucoup plus de compromis. Mais maintenant, c'est plus vrai. Puis c'était le discours de Pierre-Éliott Trudeau. Il n'en tient qu'aux individus à prendre leur place, comme si les institutions n'avaient pas d'impact sur les choix et les possibilités. C'est complètement déconnecté de la réalité, là, ça. C'est un vœu pieux absolu. Quelque chose qui est beaucoup revenu aussi dans mon entrevue avec Farnell, puis même dans le débat que j'ai fait avec Marc Bélanger, c'est qu'on est mieux de rester dans le Canada, de faire des compromis, de s'investir dans cette relation-là, de oui, peut-être changer certains éléments qui sont imparfaits, plutôt que d'être un seul. Tu sais, leur argument, c'est que le Québec va être trop isolé, notamment d'un point de vue géopolitique. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils ne se joignent pas aux États-Unis? Ouais, c'est pas mal ce que je disais. Non, mais joignez-vous aux États-Unis, vous ne serez pas isolés. Hein? Genre, on va faire un plus gros pays. Puis la réponse que ces gens-là vont nous dire, c'est ouais, mais on n'est pas comme les Américains. Mhm. Fait que là, ça vaut la peine en ce moment. Si on n'est pas comme les Américains, ça vaut la peine d'être toute seule, pas avec les États-Unis. Cet argument-là, il vient juste du fait que ces gens-là ont un certain confort au statu quo. Puis ils se disent, ben, vaut mieux le statu quo que quelque chose d'autre. Puis dans le fond, laissons-nous diriger par les autres parce que c'est un peu plus confortable que de prendre toutes nos responsabilités. Mais c'est pas vrai qu'on serait plus isolé, là. C'est le contraire, là. Puis ça serait encore mieux, là. Mettons qu'on serait dans une instance internationale puis qu'on est d'accord avec le Canada, ça ferait 2 votes au lieu d'1. Puis quand on n'est pas d'accord, on pourrait le dire. Fait que c'est un argument qui est malheureusement, puis je ne veux pas utiliser des adjectifs trop sévères, mais qui est très peu heureux sur les capacités des Québécois, là. C'est comme aller dire à des Finlandais fais un pays avec la Suède parce que dans le fond, ils vont te dire non, on a notre indépendance, puis on fait nos affaires, puis c'est correct. Puis sur certains points, on s'entend. Sur certains points, on fait des compromis, mais d'autres fois, ça ne nous tente pas. Comme la Finlande a fait l'euro, a pris l'euro, puis la Suède, non. Puis, tu sais, fait que c'est des arguments un peu. On va utiliser un anglicisme. C'est pas des arguments de winners, ça. Des arguments de losers, je trouve. Mhm. Puis c'est vrai, dans le fond, dans les instances internationales, c'est pas plus que t'es gros, plus que t'as de votes. Ouais, à l'ONU, les États-Unis n'ont pas plus de votes. Ben, tu sais, il faut être aussi réaliste sur. Les États-Unis n'ont pas plus de votes. Ils ont un pouvoir budgétaire à l'ONU parce que les États-Unis et la Chine donnent énormément de budget à l'ONU. Puis quand ils retiennent leur budget, ce qu'ils font à chaque année, ils essayent de tordre des décisions. La réalité, là, c'est que ceux qui décident à l'ONU, là, c'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Tout le reste, c'est pas mal des figurants. Puis oui, des fois, il peut y avoir des affaires à l'Assemblée générale où là, c'est le fun de donner son opinion sur la reconnaissance de certains pays. Mais si tu as un membre du Conseil de sécurité qui est contre toi, qui met son droit de veto, il n'y a rien qui se passe. Après ça, si tu vas dans les autres organisations internationales, c'est un pays, un vote. Fait qu'il n'y a personne qui peut me convaincre que si on est d'accord avec le Canada puis qu'on est 2 votes au lieu de 1,
c'est une mauvaise chose. Puis il n'y a personne qui peut me convaincre que si on n'est pas d'accord avec le Canada, puis que le Canada viendrait à léser nos intérêts, qu'on puisse dire, ben nous, on n'est pas comme ça, c'est une mauvaise chose. Encore une fois, c'est des arguments de on va aller se faire gérer par d'autres. Puis moi, je suis incapable de même donner du crédit à ça sérieusement. Il y a d'autres, je ne veux pas les nommer nécessairement, mais il y a d'autres arguments indépendantistes, fédéralistes, qui nécessitent un plus grand débat. Mais ça, je veux dire, c'est faire fi de comment le monde fonctionne. C'est pas vrai qu'on serait plus isolé, là. Est-ce que quand on va dans les ambassades canadiennes dans le monde puis qu'il y a personne qui parle français, on n'est pas plus isolé comme le Québec? Quand on n'existe pas à cause de ça. On est isolé parce qu'on n'existe pas aux yeux du monde, souvent. C'est pas en existant que genre on est plus isolé, au contraire. Là. Puis lui, là, Bélanger ou les autres, là, quand ils ont quitté leur foyer familial là, pour faire leur vie, là, ils se sont dit, ah non, je vais être plus isolé, il faudrait que je reste chez mes parents parce que, tu sais, c'est vrai, ils vont me faire à manger, puis, tu sais, je ne paierai pas trop d'affaires. Ils vont avoir la vie Ils familiale. vont avoir la vie familiale, puis, tu sais, on va être plus fort comme famille qui vit sous le même toit. Ça n'a juste pas rapport, ça. Tout à fait. Très intéressant. J'avais un point, mais il y a tellement de choses qui roulent. OK, fait que est-ce que quand même. Ah oui, sur le gouvernement national, tu disais beaucoup ça, les Québécois, leur gouvernement national, c'est le Québec. Je vois beaucoup aussi de gens, beaucoup en ligne, des Québécois qui disent au fond, le gouvernement du Québec, il n'arrive pas à se gérer. Il n'arrive pas à gérer nos routes, il n'arrive pas à gérer nos hôpitaux, il n'arrive pas à gérer l'éducation. Est-ce qu'on veut vraiment donner les clés d'un pays à ce monde-là? Ça, tu sais, je te parlais de l'Empire puis de la gestion de l'intendance dans les provinces. Ça, c'est le sous-produit du fait que c'est les gouvernements des provinces qui ont les décisions les plus compliquées à gérer avec des finances publiques serrées partout. Mais une partie de ça, c'est à cause qu'on fait partie du Canada. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs contraintes que les gens ne connaissent pas sur la manière et sur ce qu'on peut faire comme province, même sur des affaires qui ont l'air d'être du ressort des provinces, qui fait que ça limite nos choix. Puis, il y a aussi un bout de l'argumentaire que j'aime pas, ça, c'est que ça fait toujours fi de l'incompétence crasse du gouvernement fédéral à gérer des programmes de son ressort, dans lequel les exemples pleuvent. Puis c'est comme de dire, on prendra pas nos responsabilités, puis on va laisser les autres être pas bons, genre, parce que je considère qu'on n'est pas encore assez bon pour gérer nos affaires. Mais moi, je pense que structurellement, dans la manière dont on est dans le Canada, puis ça toutes les provinces, c'est la même affaire. Sauf quand tu es l'Alberta, puis tu es assis sur du pétrole, puis tu n'as rien fait d'ingénieux. Là. Si tu es assis sur une manne d'argent, là, on va arrêter de penser que tu as inventé la roue. Là. Fait que quand on sort l'Alberta, moi aussi, j'aimerais ça être assis sur une manne de pétrole, puis genre, l'argent me coule par les oreilles, puis ou en Norvège, où l'argent est incroyablement disponible, puis c'est tout facile de faire tout parce que tu as juste à extraire quelque chose dont tu as la chance qui est dans ton sous-sol, ce qui n'est pas notre cas au Québec. Moi cet argument-là, je trouve qu'il fait comme je dis, qui fait fi de la réalité où les provinces sont prises avec des dépenses qui sont toujours au fil du rasoir, les grosses dépenses, puis comme si le fédéral était meilleur. Puis on va réussir à améliorer des choses dans le Canada, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. Puis c'est pas une bonne raison de dire j'aime pas comment c'est géré maintenant pour pas prendre toutes nos responsabilités. C'est très, très, très... ça manque terriblement de confiance en soi, à mon avis. Puis ça, ben, c'est l'apanage des fois des peuples minoritaires qui vivent dans des régimes où ils se font dire qu'ils sont pas bons, essentiellement. C'est un peu ça la version moderne du nez pour un petit pain. On n'est pas assez bon. Pourquoi? Personne ne m'a encore donné une raison. C'est vrai que c'est dur dans certains domaines des provinces, mais on pourra en reparler, mais je veux dire, en santé, le fédéral contrôle 21% du budget. Puis il nous le donne sous plein de conditions. Fait que les gens là, qui à chaque campagne électorale, pensent qu'on peut réinventer la roue en santé, c'est pas vrai. Parce que si on ne fait pas ce que le gouvernement fédéral veut, on perd notre financement direct. Tu sais, je donne un exemple, puis le Parti québécois n'est pas pour ça, là. Mais il y a plein de domaines comme ça. Mettons qu'on disait on veut un ticket modérateur en santé. Parce qu'on trouve que les gens utilisent les urgences pour des affaires non nécessaires. Le fédéral, là, c'est clair dans la loi sur la santé. Si tu fais un ticket modérateur, tu es déduit automatiquement du montant que tu pognes en ticket modérateur. Ça n'existe pas, cette solution-là. On ne peut pas faire ça. Puis dans plein d'autres domaines, c'est comme ça aussi. Fait que ça servirait à rien de... Ben, ça serait pire que pire parce que, genre, on ferait ça.
Donc, le coût politique, ça serait la province qui l'aurait, les décideurs du Québec. Puis, on serait coupé au même montant. Fait qu'on pourrait même pas ramasser l'argent puis la mettre dans le système de santé. Mais ça, les gens ne le savent pas. Puis, ben, notre marge de Je manœuvre. t'avoue que je le savais même pas moi-même. Ah oui, lisez, loi canadienne sur la santé. C'est écrit noir sur blanc. Puis assez clair parce que les lois fédérales sont toujours vraiment dures à lire puis mal écrites ou écrites en genre de common law traduit en français. C'est vraiment clair. Fait que ça arrive dans plein de domaines. Puis ils ont l'impression que parce qu'ils voient le gouvernement du Québec être responsable nommément de certains secteurs, que le Québec n'est pas bon. Puis aussi, en tout cas, on pourra en reparler aussi, peut-être que je coupe tes questions, mais le gouvernement fédéral a tellement d'argent qui vient de son trop haut niveau de taxation, puis qu'il utilise à son pouvoir de dépenser, qui a toujours l'air de celui qui vient régler les problèmes en donnant de l'argent dans les compétences des provinces. Fait que, tu sais, c'est sûr quand tu arrives avec le chéquier ouvert, qui en plus en ce moment, c'est de l'endettement comme c'est pas possible, tu es perçu comme celui qui règle les solutions. Mais c'est notre argent qui nous renvoie avec ses conditions. C'est toujours ça qu'il faut se rappeler dans ces moments-là. Très intéressant. Est-ce qu'on peut, finalement, sur ce sujet-là de pourquoi l'indépendance, il y a encore beaucoup de gens qui veulent réformer le Canada. Est-ce que c'est encore possible? Tu en as parlé tantôt un peu avec notre poids démographique, mais quand même. Est-ce que c'est encore possible? Les chances diminuent à chaque jour, puis à chaque année, puis à chaque décennie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans l'histoire canadienne où c'était nécessaire d'avoir l'appui du Québec pour gouverner. C'est plus nécessaire maintenant. Stephen Harper l'a démontré. Là. Il était capable d'avoir un gouvernement majoritaire avec une minorité de députés québécois. Puis maintenant, c'est plus possible. Je veux dire, c'est possible que ça arrive. Fait que l'incitatif politique, c'est un politicien fédéral de se dire, je vais me mettre les mains dans une réforme de la Constitution. Hein? Puis ceux qui l'ont fait en sont sortis très meurtris de ça politiquement. L'incitatif politique, si tu peux te passer du Québec, la solution la plus simple, c'est de tasser ça sous le tapis. Parce que les gens oublient toujours, quand ils parlent de ça, les fédéralistes, que ça prend aussi un gouvernement fédéral qui veut danser puis qui est d'accord. Les gens oublient que Brian Mulroney était pour la réforme du Canada, que c'était pas juste quelque chose qui venait du Québec. C'était un premier ministre qui a dit avant Robert Bourassa, je veux intégrer le Québec dans la famille canadienne, dans l'honneur et l'enthousiasme. À peu près ça. Mhm. Moi, je ne vois pas ça arriver parce que c'est plus nécessaire pour gagner. Brian Mulroney avait besoin de faire ça pour déloger les libéraux. Sinon, il n'aurait pas été capable. Maintenant, c'est pas utile. Puis les libéraux fédéraux, eux autres sont satisfaits, nonobstant toutes les tactiques qu'ils font pour garder le pouvoir puis le cynisme absolu du gouvernement Carney, eux, ils sont d'accord avec le système tel qu'il est conçu, fait qu'ils ne veulent pas le changer. Ils sont bien contents que la Cour suprême règle tous les problèmes à la place du gouvernement, bien contents d'arriver avec le cash fédéral pour influencer les choses. Mais ça, la Cour suprême, ça vient de me revenir, une question de tantôt, c'est-tu un contre-pouvoir? Est-ce que c'est sain démocratiquement d'avoir ce pouvoir-là au fédéral qui vient valider nos lois? Ah, moi, je pense. Je Premièrement. le pose avec un peu d'ironie. Non, mais premièrement, c'est pas un. Des fois, j'avais déjà entendu là, Arun Boisi dire le contre-pouvoir judiciaire. Des petites nouvelles pour lui, là, dans les démocraties, depuis Montesquieu à peu près, là, il y a 3 pouvoirs. Législatif, exécutif, judiciaire. C'est pas un contre-pouvoir, c'est un pouvoir. Puis le Canada, c'est un pays qui a eu, dans les grandes transformations radicales du Canada qui l'ont amené à ce qui est aujourd'hui, c'est surtout dans les années 60 et 70, puis ça a culminé à 82, c'est la montée en pouvoir du pouvoir judiciaire, puis le transfert à la Cour suprême, puis au palais judiciaire, mais on va dire la Cour suprême parce que c'est lui qui décide in fine, de beaucoup de problèmes qui sont politiques dans d'autres sociétés. Je te donne un exemple. Je ne connais pas beaucoup de pays, et j'en pense ne pas en connaître d'autres, qui a réglé par le truchement des tribunaux la question du mariage gay, de l'avortement, puis de l'aide médicale à mourir. Ça, c'est 3 décisions judiciaires à la fin. Là. Il n'y a pas beaucoup de pays qui règlent ces problèmes sociaux de même. Ils font des lois, il y a des débats. Nous, on envoie ça en cours. Puis l'autre chose, c'est que la Cour suprême, c'est l'arbitre des différents
différents avec un D, là, des différends entre les paliers de gouvernement, c'est un arbitre qui est pro-fédéral. Puis c'est pas moi qui le dis. Dans le livre bleu, on le cite directement. Pierre-Éliott Trudeau, dans l'accord de Charlottetown, lui, il l'a combattu, Pierre-Éliott Trudeau. Puis dans son discours où il le combat, qui avait donné ça à la maison du Egg Roll à Montréal, c'est ça la place. Puis il y a un petit livre qui a été édité pour ça. Lui, il disait que c'était un scandale. Je lis ces mots, là. C'est un scandale que l'accord de Charlottetown prévoit que les provinces puissent avoir leur mot à dire dans la nomination des juges, car, disait-il, puis pas juste le Québec, là, les provinces, il y aurait des juges pro-province qui rentreraient dans la magistrature, puis que c'était contraire à l'esprit du régime, puis que ça prenait des juges pro-fédéral qui ont une vision pro-fédérale. Fait que quand Pierre-Éliott Trudeau te dit ça sur la structure judiciaire du Canada, j'ai pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour comprendre que le pouvoir judiciaire est aligné sur le niveau fédéral, là. Fait que pour éviter d'utiliser le pouvoir de désaveu puis d'avoir des décisions impopulaires, le palier fédéral s'en remet à la Charte canadienne, s'en remet à la Cour suprême. Puis c'est drôle, ils ont très bien fait ça dans le cas de la Charte de la langue française. Couper des bouts, réarranger les choses. Puis à toutes les fois où le modèle canadien est menacé, c'est la Cour suprême qui règle ça. Fait que c'est facile pour les politiciens fédéraux de se laver les mains puis de dire « Ah, c'est la Cour suprême ». Mais la Cour suprême n'a pas de légitimité dans les différends entre les provinces et le fédéral parce que c'est des arbitres nommés par un parti. Une partie. C'est comme de dire on va jouer une partie de hockey, puis il y a une équipe qui nomme les arbitres. C'est elle qui a le choix de tous les arbitres. C'est absolument contraire à l'esprit d'une fédération de faire ça. Puis d'ailleurs, dans le livre bleu, on cite, là, il n'y a pas d'autres exemples comme ça. Peut-être un. La Belgique, peut-être que c'est ça. Mais sinon, la plupart des grandes fédérations dans le monde, les États ont leur mot à dire dans la nomination des juges parce que c'est ça l'équilibre. Bien, dans la structure judiciaire canadienne, nous, on cite un autre fédéraliste qui dit que c'est la reproduction de la structure impériale. Ben, le pouvoir judiciaire est extrêmement puissant au Canada puis aligné sous les intérêts du fédéral. C'est pas un arbitre qui est juste. Et en plus, il y a 6 juges sur 9 qui n'ont aucune connaissance du droit civil, puis la majorité de notre droit, puis pour lequel on leur donne un droit de regard sur un droit qu'ils ne connaissent pas, ce qui est une autre aberration démocratique absolue. Je pense qu'on saisit bien le pourquoi de l'indépendance. Si on passe au sujet justement du référendum, le PQ promet un référendum dans un premier mandat. Est-ce que c'est encore le bon outil, un référendum, pour faire l'indépendance? Ben, c'est encore le bon outil parce que une décision comme ça pour une nation, il faut que ça soit approuvé par le peuple. Puis qu'il n'y ait pas de doute sur l'effet que c'est ça le souhait du peuple. Souvent, cette question-là vient de ceux qui sont réfractaires au référendum. Je ne dis pas que c'est ça que tu dis, toi, que c'est ça ton opinion, mais dans la manière dont ça se conduit depuis 50, 60 ans dans le monde, il faut que tu ailles chercher une légitimité du peuple pour faire un changement comme ça. Puis il faut aussi faire ce que les fédéralistes n'ont pas fait. Hein, avec la Constitution de 82, c'est une aberration démocratique, pas juste à cause des effets que ça a. Ça reste une constitution d'un pays qui est le résultat d'un deal entre 9 premiers ministres provinciaux puis le fédéral. Puis ils sont allés voir Londres, puis ils leur ont demandé d'adopter la constitution. Le peuple n'a ni été consulté par les assemblées législatives des provinces, ni par référendum. Puis ceux ils ont eu le culot de mettre une formule d'amendement pour la changer, beaucoup plus complexe que celle qu'ils ont utilisée pour la mettre en place. Fait que, tu sais, nous, on ne fera pas comme le fédéral. On veut qu'il y ait une assise démocratique réelle sur les institutions et sur le pays en aide. Il y avait justement une question du public de Marc-Antoine Dano qui demandait on fait quoi si on perd, on fait quoi si Ottawa triche, et on fait quoi si Ottawa nous laisse organiser le référendum, mais qui appelle leurs partisans à le boycotter. On ne répond pas à ces questions-là avant un référendum parce que on ne livre pas à un adversaire potentiel ce qu'on va faire dans ces cas-là. La stratégie ouverte dans ce domaine-là n'a jamais été bonne pour celui qui l'a fait. Puis bizarrement, le fédéral ne le fait pas. Hein? Puis c'est pas pour rien. Fait qu'à un moment donné, on est des adversaires sur ce terrain-là. On ne va pas télégraphier à l'adversaire tout ce qu'on fait dans tous les cas. Absolument. Il y a quand même, de mémoire, là, comme je te dis, je l'ai survolé, il y avait quand même quelques éléments
dans le livre bleu qui apportait des solutions un peu pour prévenir cette triche-là, Ben, il ou y du en a. moins pour l'exposer au grand public. Ben, pour l'exposer au grand public, oui. La première chose qu'on souhaite faire, c'est que on souhaite que tous les partis politiques s'engagent dans une déclaration rejetant l'ingérence canadienne et étrangère. Parce que c'est deux phénomènes qui sont, des fois, même si c'est plus ouvert, c'est-à-dire, c'est une question qui concerne juste les Québécois. Puis les Québécois peuvent s'y faire, même si les ministres fédéraux qui viennent du Québec peuvent bien participer, là, c'est des élus du Québec, puis ils ont une légitimité. Mais l'ingérence des autres provinces, du gouvernement fédéral ou de l'étranger, parce qu'il va en avoir, maintenant il y en a, ben, c'est de rejeter ça. Après ça, euh, on souhaite avoir une cellule qui surveille ces choses-là pour justement les exposer le plus rapidement possible pour ne pas se rendre compte à la fin que ça a été fait. Et il y a d'autres affaires qu'on n'écrit pas dans le livre bleu. Ah, c'est très bien. Est-ce que le gouvernement fédéral va être contraint de reconnaître un oui, notamment la fameuse 50% plus un? Ça, c'est une excellente question. Euh, ben, la question du taux, c'est autre chose que la reconnaissance. Je ne sais pas si tu veux qu'on sépare les On peut les questions. séparer. OK. La question du taux nécessaire, là, c'est 50% plus 1. Tous les précédents canadiens, tous les référendums qu'il y a eu pan-canadiens, c'était 50% plus 1. Charlottetown, c'était 50% plus 1. Les plébiscites le plébiscite sur la conscription de 42, c'était 50% plus 1. Quand Terre-Neuve a joint le Canada, le premier ministre de l'époque disait, canadien, que 50% plus 1, c'était très, très clair. Puis que ça réglerait la question. Puis ils ont même réessayé pour avoir 50% plus 1, parce qu'au premier référendum, ça n'a pas marché. Ils en ont fait un deuxième pour avoir 50% plus 1 pour que ça fonctionne. Fait que ça, il n'y a pas de question, à savoir la majorité. Puis en plus, la jurisprudence québécoise, validée par la Cour d'appel puis jamais contestée, dit que c'est 50% plus 1. Les gens l'oublient, là, mais c'est ça. Ce que le gouvernement fédéral fait, et ça, c'est à mon avis un grand scandale démocratique, puis n'importe qui devrait dénoncer ces manœuvres-là, c'est de miner la confiance des gens dans l'exercice référendaire en disant que 50% plus 1, c'est pas assez, mais en ne disant pas c'est quoi le taux nécessaire et en se gardant de le révéler une fois que la partie va être en jeu, pour le dire à la fin. Alors, c'est comme si je te dis, viens jouer une partie de soccer avec moi, et puis je te dirai pas c'est quoi le score nécessaire pour me battre, et je vais juste te le dire à la fin, puis c'est moi qui décide. Fait qu'est-ce que ça tente de jouer? Pas de temps. Pas tant. Mais ça a un effet chez les gens. Parce que les gens, moi je le vois, des fois les gens se disent, oui, mais là, le fédéral ne le reconnaîtra pas, puis ça sert à quoi? Ça, c'est des manœuvres antidémocratiques inspirées de régimes peu recommandables. Et je pèse mes mots en ce moment parce que je sais que c'est enregistré, mais ce que je pense à l'intérieur, c'est bien pire que ce que je dis avec les mots là, en ce moment. Euh, Miner la confiance des institutions démocratiques de la part de n'importe quel gouvernement, puis des souhaits du peuple, c'est grave. Maintenant, après ça, est-ce qu'il y a le choix de reconnaître ou pas? On peut tomber dans comment va se passer après un référendum puis après un oui. Le gouvernement fédéral a toujours le choix de jamais reconnaître, même si c'était à 80%. Mais les contingences vont faire qu'il n'y aura pas le choix à un moment donné. Parce qu'on va rentrer dans un jeu de transition, puis dans des négociations. Ça, le fédéral n'aura pas le choix de négocier. Puis à partir du moment où tu négocies, à un moment donné, il y a une fin à la négociation. Puis le Québec a des cartes dans sa manche qui sont très bonnes pour la négociation. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sparage avant le référendum pour s'assurer que ça ne fonctionne pas. Mais après, les attitudes vont changer. Parce que un pays, là, dont une des entités s'exprime démocratiquement à 50% plus un, qui a un problème puis qui veut quitter, là, sur quelle base tu dis non? Ou il n'y a pas de problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de base. C'est une base politique, puis après ça, ben, c'est négocié, puis on va être rationnel tout le monde, là. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario possible comme qu'on a vu en Catalogne? Je sais que c'est différent, mais peut-être tu peux l'expliquer. C'est différent en Catalogne pour la raison suivante, c'est qu'on peut être d'accord ou pas. Moi, je trouve que c'est une aberration, mais premièrement, la Catalogne, c'est pas un État comme le Québec. C'est une entité où on dévolue des pouvoirs, puis le gouvernement central peut l'enlever. Fait que
La Catalogne, c'est pas comme le Québec, là. C'est beaucoup moins décentralisé, puis il n'y a pas un État qui existait avant le Canada ou avant l'Espagne. Deuxièmement, la sécession est interdite par la Constitution espagnole. On peut considérer que c'est antidémocratique, mais il y a une base un peu légale pour y aller fort, alors que la Cour suprême a dit au Canada que l'indépendance était permise. S'il y a un référendum qui exprime que le Québec souhaite quitter le Canada, il faut qu'il y ait des négociations, puis c'est permis. La Constitution ne l'interdit pas, puis si elle ne l'interdit pas, c'est permis. Fait que c'est deux mondes. Puis c'est surtout ces clauses-là, surtout la clause de la Constitution espagnole qui dit que c'est interdit, qui a donné une espèce de légitimité au gouvernement espagnol pour agir de la manière dont il l'a fait dans le référendum catalan. Mais nous, on l'a eu 2 fois, puis il n'y a jamais eu ces possibilités-là. Là. La dernière possibilité que Jean Chrétien a évoquée, c'était il y a quelques mois, là, en entrevue à Radio-Canada, de faire un référendum fédéral au Québec sur la question, avec une question claire. Il- Ça, c'est un des fantasmes. Le couple chrétien-Dion entretient beaucoup de fantasmes sur ce qu'il pourrait faire. Là. Mais si le gouvernement perd un référendum, il va se faire renverser, d'une part. Fait qu'ils ne pourront pas faire. Tu perds quand même la confiance de la Chambre si tu perds un référendum. Puis la deuxième chose, la Cour suprême ne prévoit pas ça. Là. Fait que, genre, à un moment donné, ça, c'est une autre manœuvre qui consiste à dire, à télégraphier chez les gens, si vous gagnez, on va vous faire perdre pareil. Mais c'est pas comme ça que ça marche après un référendum clairement expliqué. Là. Le Canada n'a pas intérêt à jouer les parias sur la scène internationale en étant contraire à toute l'image du beau pays qu'il veut envoyer. Là. Absolument pas. Puis je pense pas non plus que les États-Unis aimeraient ça. Ce genre de va-et-vient-là, puis de comme, disons, pas l'incertitude, mais le piétinement de la démocratie chaque côté de ses frontières. Là. À un moment donné, Trump sera plus là, puis on va revenir à une certaine normalité aux États-Unis. Je pense pas que les États-Unis toléraient longtemps ce genre de manœuvre-là. Oui. Puis même le reste du Canada, c'est pas à leur avantage de. Ben, c'est parce que là, on rentre dans des scénarios tellement extrêmes que, genre, c'est pas la façon de faire dont on a connu, puis c'est pas comme ça que les pays démocratiques se comportent. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'à un moment donné, le monde, ils vont se calmer, puis ils vont devenir rationnels. Absolument. Passons au lendemain du oui. Il y a beaucoup de gens qui disent au lendemain de l'indépendance, tout est incertain, ça va être la turbulence, peut-être même le chaos. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds que c'est pas mal l'inverse qui va se passer. Ce que je dirais aux gens, c'est au lendemain de l'indépendance, là, au jour 1, il n'y a rien qui change. Vous allez à votre travail, vous allez reconduire vos enfants à l'école. Puis là, il y a un processus lent et planifié qu'on explique dans le livre bleu qui met en place une transition vers un nouveau pays. Fait qu'on établit très clairement le calendrier pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qu'on pose avant un référendum. Par exemple, une loi qui prévoit toutes les prestations fédérales que le gouvernement québécois va reprendre pour pas que les gens aient peur de perdre leur pension. Il y a d'autres affaires dans le livre bleu à ce sujet-là, mais une fois qu'il y a un référendum gagnant, on rentre dans une phase de transition où on commence les négociations avec le fédéral, puis où on pense que dans 2 ans, ça peut être un peu plus long, un peu plus court, là, mais où on pense que dans 2 ans, les négociations vont être terminées, puis il va y avoir une date effective de l'indépendance. Fait que c'est pas on va tout, puis demain, le lendemain, on est un pays, puis les dénominations dans les comptes de banque deviennent du dollar québécois, puis tout a changé, puis non, il y a des négociations qui vont se faire sur le partage d'actifs et tout ça, puis avec une date claire qui est le début de l'indépendance. Puis ben, on aurait une constitution provisoire qui assurait une transition douce vers le pays. C'est-à-dire, on a tout expliqué ce qui arriverait au niveau juridique, au niveau financier, etc., pour dire ben, il y a des étapes qui se franchiraient lentement, mais sûrement, puis on arriverait à l'indépendance, puis les choses auraient changé, mais graduellement. Puis, ben, il y a toute la négociation, puis la mise en place des institutions que le Québec a besoin pour être un pays, mais c'est beaucoup moins qu'on pense. Dans le livre bleu, on a calculé que on aurait juste besoin de créer un ou deux, là, mais essentiellement un ministère, celui de la Défense. Tous les autres ministères québécois peuvent reprendre des fonctions fédérales parce que c'est des missions qui sont analogues. Il y a 2 ministères de l'Environnement, il y a 2 ministères de la Culture, il y a 2 ministères des Finances. C'est tout de même. Là. Il y a presque tous des doublons.
Puis nous, en plus, on a un peu plus d'autonomie comme sur la question des impôts. Fait que c'est facile de dire à Revenu Québec va augmenter les taux d'imposition. Puis il n'y a pas une administration fiscale à mettre en place. Ça, c'est très important d'ailleurs dans une transition vers le pays. Euh, Fait qu'il y aurait ça, puis il y aurait seulement 17% des 232 organismes fédéraux qu'il faudrait recréer au Québec. Puis notamment, c'est des petits organismes qui gèrent les marchés, qui ont des fonctions financières, ou c'est ça, de régulation des marchés ou de régulation des espaces que le Québec ne contrôle pas. Exemple, ça prend un office des transports aériens. Mais ça, c'est une unité dans le ministère des Transports québécois, c'est pas un ministère au complet. Fait que ça, il faudrait faire ça dans les 2 ans. Puis nous, ce qu'on dit aussi pour assurer une plus grande transition, c'est les lois canadiennes vont devenir des lois québécoises, puis ils vont rester en vigueur tant qu'elles ne seront pas remplacées par des lois québécoises, ce qui peut prendre longtemps, là. Fait que, tu sais, oui, il y a des domaines où le Québec n'a pas de loi, sauf qu'on va dire les lois fédérales s'appliquent. Puis on va les prendre, puis on va dire, ben si c'est dans 6 ans qu'on change les règles sur les transports maritimes, ben en attendant, c'est la loi canadienne qui s'applique. Mais c'est le gouvernement du Québec qui l'a fait appliquer, mais c'est la loi canadienne. Fait qu'il n'y aura pas de trou où, à un moment donné, les gens se disent qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, en même temps, là, c'est arrivé souvent qu'il y a eu des nouveaux pays là, dans l'histoire du monde, puis ça ne s'est pas tout écoulé. Là. Ils ont fait une transition, puis ils ont fait les choses graduellement, puis ils sont arrivés à l'indépendance effective. Puis c'est pas comme si on était les premiers, puis qu'on allait découvrir comment on fait ça pour l'humanité. Là. Puis qu'on allait le regretter. Ben non, mais qu'on allait le regretter, ça. Je veux dire, il n'y a aucun pays dans le monde il y a aucun pays dans le monde qui a dit je renonce à mon indépendance. Puis souvent, les gens, oui, mais là, l'Union européenne, puis le monde, ça se globalise. Attends une minute, là. L'Union européenne, puis d'autres alliances comme ça dans le monde, c'est des pays qui souverainement acceptent de partager certaines choses. Puis il est toujours écrit dans les traités que c'est pas définitif. Tu sais, c'est très facile de sortir de l'Union européenne, là. Tu sais, dans les traités, là, l'Union européenne n'a même pas besoin de faire un référendum, là. C'est le pays notifie l'Union européenne qu'il ne veut plus être dans l'Union européenne de la manière dont il veut, puis on engage comme le Brexit, mais tu n'es même pas obligé de faire un référendum. Puis c'est écrit comme à l'article 1 ou 2 des traités européens que c'est une association d'États souverains qui décident de mettre certaines choses en commun puis qui peuvent l'enlever. J'ai fait la recherche juste pour le fun quand on a fait le livre bleu. Tu sais, y a-t-il un pays qui est devenu indépendant, qui a dit je ne veux plus être indépendant, puis complètement perdre son indépendance? Puis il n'y a pas d'exemple clair. Il y a un exemple, l'île de Zanzibar, au large de Tanzanie, Que tout le monde connaît. qui a été indépendante 3 mois, mais puis ça a l'air comme si elle avait renoncé à son indépendance, mais quand tu regardes un peu l'histoire, c'est que le plan des gens là-bas, c'était de gagner l'indépendance du Royaume-Uni pour se rejoindre à la Tanzanie. Fait qu'il y a eu comme le vœu des gens, c'était ça. C'était de comme. C'est une petite île, là, Zanzibar. C'était de comme. C'est peut-être Zanzibar ou une autre île, là, mais c'était comme entendu qu'on va être indépendant parce que c'était pas dans la même administration que la Tanzanie continentale. Puis là, ils se sont dit, on voudrait aller avec la Tanzanie. Fait qu'ils sont devenus indépendants 3 mois pour rejoindre. Mais c'était leur plan initial. En dehors de ça, il n'y a aucun pays qui a comme renoncé à son indépendance. Puis j'imagine que Zanzibar n'est pas comparable au Québec. Non, elle n'est pas comparable au Québec, mais c'était ça le plan. Ouais. C'est-à-dire une petite île là, avec, je sais pas, une centaine de milliers de personnes en plein milieu de l'océan Indien. Et eux autres, ils jugeaient que c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient se rejoindre avec leurs semblables en Tanzanie. Puis c'est ça aussi. Ils ont décidé de faire ça souverainement, mais c'était pas comme genre, ah merde, on a été indépendant. Ça a duré 3 mois. Fait que si ça dure 3 mois, c'est parce qu'il y avait un plan. Là. C'est pas comme genre, on est indépendant pendant 3 mois, puis on a le temps de se rendre compte des écueils de l'indépendance, puis de faire, ah non, quelle erreur on a faite. Puis, fait que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que des gens disent, ah, je veux pas être indépendant. C'est pour ça que le nombre d'États croît toujours. Des fois, il y a des phases avec plus d'États, mais ça croît toujours parce que personne ne dit, ah, finalement, c'était une mauvaise idée. Parce on peut décider après ça de s'associer. On peut décider de mettre des choses en commun, mais c'est une décision qu'on prend pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Exact. Puis en tout cas, c'est un principe qui est assez clair puis simple à comprendre. Je suis assez confiant qu'on va y parvenir tôt ou tard. Qu'est-ce qui va advenir des passeports? Tu sais, en 95, il y avait Jean Charest. Moi, je n'étais pas là, évidemment. Là, je suis né en 99, mais il y avait Jean Charest avec son fameux passeport canadien puis qui disait si on devient indépendant, on perd notre passeport canadien. Premièrement, j'aimerais que tu nous expliques, est-ce que le passeport canadien, c'est un passeport qui est fort? Parce que ça, vous en parlez dans le livre bleu. Puis est-ce que ce serait, c'est ça, qu'est-ce qui arrive?
le passeport canadien n'est pas un passeport fort. La force d'un... J'ai travaillé aux douanes, fait que j'ai une petite expertise dans le domaine. Fait que je ne parle pas à travers mon chapeau. Euh, c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai commis l'irréparable de travailler pour le gouvernement fédéral dans ma jeunesse. Un passeport, là, c'est quoi? C'est la preuve que tu es ressortissant d'un pays pour te permettre d'entrer dans un autre pays, puis que l'autre pays, l'État tiers, qu'on dit, sache tu viens de où, puis t'es qui. Puis applique les règles qui sont les siennes à cause de ta citoyenneté. Visa, pas visa, tu as le droit d'entrer, tu n'as pas le droit d'entrer, etc. Un passeport fort, c'est 2 caractéristiques. C'est les caractéristiques de est-ce que c'est facile à reproduire À et à copier. falsifier. Fait qu'il y a des pays, moins maintenant, mais il y a des pays, les passeports, souvent, il y a plein de restrictions de voyage parce que les passeports sont pas sécurisés. C'est de moins en moins le cas, mais quand j'y travaillais, c'était le cas. Il y avait des passeports que je voyais de certains pays. J'étais genre, on peut quasiment faire ça dans son sol. Fait que, tu sais, tout le monde met des visas, puis il y a des restrictions au voyage parce que tu n'étais pas sûr. Ça, le Canada a souvent été à la traîne des dernières technologies de passeports sécurisés. Moi, quand j'étais là, il y avait des pays, des puissances mondiales comme le Cap-Vert ou la Somalie qui avaient des passeports plus avancés que le passeport canadien. On comprend le sarcasme de ce que je viens de dire. Mhm. Et aussi, un passeport fort, surtout, c'est un passeport qui te permet de voyager dans des pays sans avoir de visa au préalable. C'est-à-dire, j'arrive dans un pays tiers, puis on te laisse rentrer. Pour un visa de touriste, essentiellement, mais on te laisse rentrer. Un passeport faible, c'est un passeport qui demande des visas au préalable, qui t'empêche de voyager sans avoir l'autorisation préalable avant ton départ. Le Canada est 35e au monde là-dedans. Ça veut dire qu'il y a 34 pays qui sont meilleurs que le Canada dans les derniers classements, c'est-à-dire pouvoir voyager sans avoir de visa pour aller dans les pays. Donc, on est un passeport moyen. Il y a des passeports plus faibles, mais il y a des passeports vraiment plus forts. Fait que moi, j'enlève rien à ceux qui sont fiers de brandir leur passeport canadien. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que je suis fier d'être Canadien, puis je veux que le monde le sache. Mais ça reste un document de voyage, puis c'est pas super. Puis de toute façon, le passeport, c'est généralement lié à la citoyenneté. Comme les Québécois qui le souhaitent vont pouvoir rester citoyens canadiens, ils vont pouvoir avoir le droit d'avoir leur passeport canadien aussi. Fait que, en plus de ça, si vous êtes intéressé à un passeport pas fort, moyen, bien, vous allez pouvoir le garder. On ne va pas empêcher ça. Bonjour tout le monde, je prends un petit moment dans l'épisode pour vous inviter à contribuer à notre campagne de sociofinancement. C'est fondamental parce qu'on veut continuer à produire davantage de contenu. Que ce soit des balados, que ce soit des débats, des capsules de l'information, on veut participer à ce dialogue-là et surtout, on veut remettre l'indépendance au cœur des débats. Donc, si vous voulez nous aider dans cette mission-là, vous pouvez donner que ce soit un 5, un 10, un 15 ou même un 100 $. Tous les dons sont les bienvenus. Ils vont faire une réelle différence pour Génération Oui. Il y a des élections qui s'en viennent, puis comme je le disais, nous, on veut participer à ce dialogue-là. Donc, si vous voulez nous aider dans notre mission, vous pouvez donner dès maintenant et ça va faire une immense différence. Et sur ce, je vous souhaite une bonne suite d'épisodes. Tantôt, on parlait de la négociation. Est-ce qu'on risque de perdre certains éléments dans cette négociation-là? Qu'est-ce qu'on pourrait perdre? As-tu un exemple de ça? Tu me dis ça ou qu'est-ce que tu penses qu'on C'est pourrait souvent perdre? quelque chose qu'on entend. On pourrait perdre dans la négociation. La négociation d'un pays à naître, c'est essentiellement 2 éléments. Il y a 2 éléments pour la question indépendance stricto sensu, puis après ça, il y a la question de c'est quoi les rapports que tu organises avec l'ancien pays. Ça, on peut tasser cette question-là. Dans la négociation pour devenir un pays, c'est très simple. C'est le pays l'ancien pays a 3 éléments. Il y a des actifs immobiliers, des actifs mobiliers, puis des actifs financiers. Souvent, on confond actifs financiers puis immobiliers, puis juridiquement, c'est la même affaire, là, mais mettons, séparons-le, puis faisons 3 catégories. Les actifs immobiliers, il n'y a encore personne qui m'a démontré comment on pouvait prendre un édifice puis le transporter par hélicoptère dans un autre pays. Fait que les traités internationaux qui traitent de ces questions-là,
même s'ils ne sont pas ratifiés par un grand nombre de personnes, établissent la logique. Le gouvernement fédéral ne peut pas partir avec la base militaire de Valcartier par hélicoptère. Là. Bon. Fait que les actifs immobiliers vont rester au Québec, de facto. Les actifs mobiliers, ça, c'est l'équipement. On parle souvent d'équipement militaire, mais on peut aller jusque dans le fin détail. C'est les ordinateurs dans les bureaux de fonctionnaires. Ça peut aller jusque-là, mais c'est tout ce que le gouvernement peut prendre par camion, puis charger, puis ramener au Canada. Puis les actifs financiers, c'est que, on en parle dans le livre bleu, le Canada a une réserve d'environ, si mon souvenir est bon, 120 milliards de dollars. Là. Fait qu'il y en a 20 qui revient à nous. Étant entendu que nous, on prend notre part de la dette canadienne. Parce que cette dette-là, elle a été contractée en notre nom, mais elle appartient légalement auprès des prêteurs au nom du Canada. Fait que quand on entame une négociation de fin d'existence d'un pays, c'est essentiellement combien de dettes, de ta dette, mettons que toi, tu es le Canada puis moi, je suis le Québec, je suis sûr que tu aimes ce rôle-là là-dedans, combien de ta dette je prends à mon nom, puis je dis à tous les prêteurs, maintenant, c'est moi qui ai garant de cette dette-là, versus combien d'actifs de toi, mobilier puis financier, que je prends en échange de ta dette. Fait que là, c'est une négociation. Puis là, on pense que les gens vont être rationnels parce que si on attend trop longtemps ou que le gouvernement fédéral n'est pas en mesure de dire ben, le Québec va partir avec une partie de la dette, sa cote de crédit va être plombée très vite. Parce que les prêteurs vont se dire hey, attendez, là, le Canada, il y a tant de montants de dette, il va avoir 20 de moins pour la rembourser. Là, c'est énorme. Là. C'est 20 de revenus de moins à peu près national pour la rembourser. Ça plombe la cote de crédit du Canada à un niveau exceptionnel. Fait qu'eux autres, ils ont intérêt à ce qu'on parte avec la dette. Puis si les négociations allaient mal, ce qu'on ne souhaite pas, mais si elles allaient mal, nous, le Québec, n'a aucune obligation envers la dette fédérale. Légale. On n'a pas à la rembourser. Fait que mettons que ça allait vraiment pas bien puis qu'on partait. Effectivement, il manquerait de la quincaillerie militaire surtout, là. Mais une coupe de... C'est peut-être des bateaux, tout ça. Mais on serait tellement pas endetté comme pays naissant qu'on pourrait se le racheter assez vite. Parce qu'on serait parmi les pays les moins endettés de l'Occident, là, voire du monde. Parce que la moitié de notre dette est à Ottawa à peu près. Fait qu'eux, ils ont intérêt à ce qu'on se comporte correct, à se comporter correctement, à ce qu'on parte une partie de la dette. Puis nous, on a intérêt à pas faire à pas mettre du sable dans l'engrenage pour qu'on ait une part des actifs et qu'on ne parte pas de zéro. Fait que tout le monde a intérêt à être rationnel là-dedans. Puis plus tu fais traîner les choses, plus ça va faire mal au Canada avant le Québec. Parce que les marchés financiers, là, ça ne les intéresse pas de savoir c'est qui a tel char d'assaut. Là. Ça les intéresse qui va rembourser la dette. Fait que, essentiellement, c'est comme ça que... Fait qu'on ne peut pas vraiment perdre au change. Parce que si on n'a pas des actifs fédéraux, on va avoir moins de dettes. Si on a moins de dettes, on peut se racheter de nouvelles choses. C'est comme un foyer, là, essentiellement. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en meilleure position que le gouvernement fédéral en entamant cette Je pense qu'on est en excellente position, mais que tout le monde a intérêt à s'entendre. C'est-à-dire que personne n'a intérêt à ce qu'une situation perdure de flou, puis où personne sur la planète est capable de savoir comment ça va se terminer. L'incertitude que les gens disent souvent, là, elle est entre autres créée par un gouvernement fédéral qui déciderait de ne pas faire les choses correctement. Et eux généreraient l'incertitude qu'ils disent qui vient des souverainistes en étant des mauvais négociateurs ou des personnes pas rationnelles à la table des négociations. Mais c'est ni dans l'intérêt du Canada, ni dans l'intérêt du Québec d'être là-dedans puis de commencer à faire n'importe quoi. J'utilise pas souvent cet exemple-là parce que je trouve que le Brexit, c'est pas pareil comme l'indépendance du Québec. C'est pas pareil parce que le Brexit, c'était de sortir d'un marché commun, puis nous, on veut pas ça. Là. On veut garder les structures économiques à peu près pareilles. Fait que souvent, ça marche pas, le Brexit, etc. On peut en parler longtemps, mais eux autres, ils ont décidé qu'ils sortaient d'une zone de libre-échange. Nous, on veut pas faire ça. Sauf qu'il y a eu des négociations après, puis à un moment donné, tout le monde a mis de l'eau dans son vin, puis ils sont arrivés à un compromis pour des problématiques beaucoup plus complexes qu'on aurait au Canada et au Québec. La question de l'Irlande, notamment, là, de l'Irlande du Nord, qui était vraiment complexe, parce que l'Irlande avait déjà l'Irlande puis le Royaume-Uni ont comme un accord qui dit que les citoyens peuvent bouger librement et s'installer librement entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. À partir du moment où tu défais une zone de libre-échange,
puis qu'il y a comme un court-circuit pour dire, ben, on va passer par l'Irlande pour vendre au Royaume-Uni dans les mêmes conditions, mais là, ça causait un problème, mais nous, on n'a pas ça ici. On n'a pas ce problème-là, puis c'est ça qui a largement fait que les négociations étaient longues, mais qui se sont conclues, puis ont aussi été longues parce qu'il y avait 28 joueurs à la négociation. Hein? Il y avait le Royaume-Uni, mais les 27 autres pays européens. Là, on va être 1-1, comme toi puis moi. Ce qui est bien plus simple que quand il y a 28 personnes, puis tout le monde dit oui puis non, puis j'ai des intérêts différents. Là, on n'est pas dans ce scénario-là. Intéressant, ça, ce point-là. Si on parle justement de la Constitution, vous prévoyez une Constitution provisoire à quel moment déjà? On prévoit qu'après la prise de pouvoir du Parti québécois à l'élection, on va entamer des discussions sur le projet de constitution provisoire qu'on a dans le livre bleu. Puis il y aurait des changements, comment on va faire les institutions de la constitution définitive, puis etc. Mais c'est une base de discussion. Puis ce qu'on va dire, c'est ça, c'est la constitution qu'on va avoir dans les 5 prochaines années après un oui. Elle ne serait pas en vigueur, mais si il y a un oui, on va la mettre en vigueur, puis ça va être la constitution transitoire pour que le pays fonctionne, le temps qu'on définisse clairement la constitution qu'on veut, puis qu'il n'y ait pas de vide. Puis là, c'est là que ça rentre en conflit un peu direct avec la méthode de QS. Québec solidaire, eux autres souhaitent avoir une constituante pour les institutions définitives du Québec indépendant avant le référendum. Puis nous, on dit dans le livre bleu qu'on croit que c'est une mauvaise idée. Pas que les gens sont mal intentionnés, mais on pense que c'est une mauvaise idée politique parce que ça mélange deux questions. Ça mélange la question de est-ce qu'on fait l'indépendance ou non, puis du design des institutions du pays à venir. Puis on pense que ça va créer une coalition des gens pas contents. Parce qu'il va y avoir des fédéralistes, eux autres, ils s'en foutent, ils ne voudront pas l'indépendance, peu importe ce qui est fait dans la Constituante. Puis il va y avoir des indépendantistes qui sont prêts à mettre de l'eau dans leur vin avec les institutions, mais il risque d'avoir des gens insatisfaits du processus de constituante avec des institutions qu'ils n'aiment pas, qui risquent de voter non à cause de ça, même s'ils sont plutôt pro-indépendance. Parce que c'est quelque chose de dire j'aime pas vraiment les institutions qui sont là, mais je vais voter oui puis je vais les endurer, mais je sais c'est quoi qui arrive. Fait que QS fait une erreur importante démocratique en mélangeant deux sujets, puis en disant essentiellement que dans une question référendaire, il y a deux sujets. Aimez-vous la Constitution? Voulez-vous faire un pays? Puis généralement, démocratiquement, c'est pas une bonne affaire d'avoir des questions qui a des sujets différents puis sur lesquels tu peux te positionner oui ou non. Tu sais, si tu es pour un aspect puis contre l'autre aspect, tu votes comment? C'est pour ça que les référendums, c'est binaire, puis ça sert à trancher une question, pas deux. Puis ce qu'on dit, c'est que dans la Constitution provisoire, il va y avoir tout le mécanisme de constituante pour établir la Constitution définitive du Québec indépendant après l'indépendance. On décide si on s'en va dans notre maison, on décidera comment on l'arrange après. Mais on ne dit pas genre, moi, je déménage pas s'il n'y a pas deux garages, puis il n'y a pas, tu sais, on se met pas des conditions comme ça, là, parce que n'importe qui cherche une maison, souvent arrive à faire des compromis, puis c'est pas exactement ce qu'ils veulent, parce que ben, les circonstances sont celles que tu connais pas avant de faire ce changement-là. Sur la constituante avant le référendum, donc l'approche, avec le référendum plutôt, là, l'approche de QS, leur pari, de ce que j'en comprends, ou du moins leur calcul, c'est de se dire il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'après-indépendance, notamment les minorités. Puis cette constituante-là pourrait permettre d'adhérer à des gens qui seraient inquiets face à l'indépendance et qui voteraient non, avec un chèque en blanc, entre guillemets, puis qu'avec la constituante définitive, ben là, ils pourraient voter oui. Ça, pour être poli, c'est un peu simpliste. Si on lit la Constitution provisoire dans le livre bleu, je mets au défi quiconque ne pas reconnaître toutes les protections des minorités qu'on va faire connaître avant l'indépendance. Fait que ça, cette réflexion-là dit, c'est comme si on ne pouvait pas garantir par une constitution provisoire ou par n'importe quel autre mécanisme les droits des minorités, puis que ça va juste être fait dans un processus constituant, que tout le reste, ça ne serait pas valable. Ben, c'est pas vrai. Tu fais une loi, puis tu mets une carte sur table, puis tu dis ça va être ça. Je veux dire, la constitution provisoire qu'on met dans le livre bleu, il y a de très longs passages sur les droits des minorités. C'est tout déjà là. On n'a même pas besoin de comme refaire l'exercice. On le dit d'emblée, là. C'est déjà prévu. Puis d'ailleurs, ces gens-là prennent pour acquis aussi que le projet de constitution qui émanerait de cette constituante-là
serait automatiquement ce qu'eux considèrent des niveaux corrects de protection des minorités, mais peut-être que la Constitution va aller à un autre niveau. Peut-être que ça va être moins clair. Tu sais, il y a aussi beaucoup de... QS fait beaucoup un pari qu'un processus de constituante comme ça produirait une constitution plutôt à gauche. Euh, Puis moi, je pense que l'idée serait assez arrangée pour aller vers la gauche. Ce qui est un risque politique encore. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu n'aimes pas la constitution parce qu'elle est trop à gauche, comme au Chili, c'est qui est arrivé, un processus de constituante double. Il y en a eu une première qui était trop à gauche, les gens l'ont rejetée. Ils ont fait une deuxième constituante qui était trop à droite, les gens l'ont rejetée. Puis là, ça a miné le processus de constituante pour des décennies, parce que, un peu comme nos réformes constitutionnelles ici, c'est devenu empoisonné, ça. Puis les gens qui participaient aux constituantes n'ont pas eu la clairvoyance d'essayer de faire quelque chose d'assez neutre, puis ont essayé de faire passer leurs idées dans la Constitution pour les rendre éternelles. Puis ça, c'est pas dans la philosophie d'une démocratie libérale normale de faire ça. Puis je pense que les gens de QS, leur idée, c'est que magiquement, la Constitution doit faire un processus très à gauche. Je suis pas sûr. Ils savent pas. S'ils font une constituante neutre, là, ils n'ont aucune idée de comment ça va sortir. Mhm. Si on revient à la constitution provisoire, rappelle-moi comment elle va être écrite, cette constitution-là? Ben, elle est déjà... Il y a déjà un projet dans le livre bleu. L'annexe 2, c'est ça. Ça, cette constitution-là, c'est celle qui était la constitution qui appelait transitoire, je pense. Elle avait un autre nom en Ouais, je pense 95. que je l'ai ici d'ailleurs. Puis qui a été publiée seulement il y a 10-11 ans. Là. OK. Elle était pas... elle était rendue publique. C'était un projet de constitution qui a été rendu public il y a 10-11 ans. Avant ça, c'était pas connu. Puis ça a été mis dans un livre après. Là, c'est le constitutionnaliste André Vinette qui l'avait écrit. Fait que là, il y a déjà un projet, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser le temps avant le référendum pour faire des consultations. Ce que la CAQ n'a pas fait de son projet de constitution, là. Ben, en tout cas, en surface, mais pas profonde, pour l'améliorer puis insérer des affaires qu'on aurait oubliées. Mais il y a une base de discussion. Puis une fois que on essaie d'intégrer les commentaires de tout le monde, et là, on va dire c'est ça qui va s'appliquer au lendemain d'un oui. Fait que vous le savez déjà. Fait que si vous avez des craintes sur les minorités et tout ça, c'est là. Fait qu'il n'y a pas de saut dans le vide en disant on ne sait pas c'est quoi qui va se passer. Parce que tant qu'une constituante n'a pas fait un projet et que ça n'a pas été adopté par le peuple, la constitution peut continuer. Fait que dans l'éventualité qu'on ne souhaite pas, mais qui est possible, là, c'est arrivé avec la 4e République en France. Après la Seconde Guerre mondiale, le peuple a rejeté le projet de constitution. Il faut que ça continue. Bien là, ça serait la constitution provisoire qui continuerait là, tant qu'on fasse un autre processus de constitution. La constitution provisoire serait assez bonne pour durer dans le temps, tant qu'on n'a pas une constitution qui est plus propre à notre caractère politique. Parce qu'on voit aussi beaucoup qu'il y a beaucoup de reproduction de ce qui se fait déjà dans la constitution provisoire, c'est-à-dire on ne fait pas de grands chamboulements là, sans consulter le peuple. Une chambre haute, ces affaires-là, on essaie de répliquer le plus possible le fonctionnement des institutions actuelles. C'est ça ne change pas beaucoup. Au niveau de la constitution permanente, dans le livre bleu, vous parlez de plusieurs mécanismes pour l'écrire. Peux-tu nous en faire un petit... Ben, c'est que ça, c'est quelque chose qui va être dans le projet de constitution provisoire qui va être soumis avant le référendum. On veut que dans le projet de constitution, il y ait les conditions de la constitution. Fait que les gens vont aussi savoir comment on va faire la permanente. Mais il y a plein de manières, puis on ne se positionne pas là-dessus parce qu'il faut consulter les gens. Fait que, si on dit d'emblée, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, les gens vont dire, vous ne consultez pas, puis c'est pas démocratique, puis ils vont avoir raison. Fait que, mais on explique les manières qui existent de faire une constitution. Il peut y avoir des constituantes nommées, les gens qui sont partie de la constituante nommée, tirés au hasard, élus. Il peut y avoir des experts qui se greffent, qui ont un poids pour aider la constituante. Ça peut être adopté par l'Assemblée nationale ou par référendum après. Nous, on pense que ça va vraiment aller vers le référendum. Fait que la constituante, il y a plein de manières de le faire. Il y en a qui jouent juste comme le tirage au sort, là, mais il n'y a pas juste ça. Puis les expériences de constituante sont diverses et variées. Fait que je pense qu'on va se faire un modèle qui est très québécois, mais on veut entendre les gens. Comment vous voudriez que ça se passe? Puis après ça, pourquoi on dirait, si la majorité nous dit qui participe aux consultations, ben on voudrait que ça soit de cette mode. Pourquoi on dirait non? Je veux dire, à la limite, il faudrait qu'on ait une objection de fond, là, mais politiquement, ça ne sert pas à grand-chose de dire ben on rejette ça d'emblée. Puis ces paramètres-là, ça peut tout être modulé. Ça pourrait être, mettons, la moitié au hasard, l'autre moitié nommée, la moitié au hasard, l'autre moitié élue. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que le travail soit sérieux puis que les gens ne partent pas de zéro. Là. Moi, je pense, personnellement.
Ça, c'est une opinion personnelle. Tu sais, les constitutions, on dit page blanche, puis vous partez de zéro, puis vous êtes tiré au sort. Ça prend des moyens, là. Puis il faut que les gens soient soutenus, là. C'est des, des questions quand même complexes, les questions constitutionnelles. C'est pas Ouais, inatteignable, mais c'est pas non plus... on discute pas de ça en faisant l'épicerie normalement. absolument. Hem, L'une des préoccupations aussi qu'on entend beaucoup, bon, les gens à droite, d'une certaine droite vont nous dire, ben, la constitution d'un Québec indépendant, on le sait, ça va être à gauche. Puis étonnamment, les gens de gauche nous disent: «Ouais, on vous fait pas confiance, la constitution, d'un Québec indépendant va être de droite». Comment tu réponds à ça? Je réponds que c'est... Généralement, ces courants-là, ils se font pas confiance ils font pas confiance au peuple québécois. Puis deuxièmement, c'est l'argument sous-jacent de ça, c'est moi, je veux que ça soit comme je voudrais avant. Tu sais. Je ne fais pas confiance à eux parce que ça ne sera pas comme je veux. Mais la démocratie, c'est ça, c'est de perdre et gagner. Puis il n'y a pas de raison que le Québec ait une constitution trop à gauche ou trop à droite. Mais si c'est ça que la constitution veut puis que le peuple accepte, ben ça s'appelle la démocratie. Puis je demande toujours à ces gens-là en quoi le Canada c'est meilleur. Là. Tu sais, tu considères que le Canada qui empêche toute forme de projet de société à gauche ou à droite vaut la peine de ne pas tenter notre chance puis de faire nos propres affaires? Tu sais, demain matin, là, le Canada, il ne change pas. Fait que tu peux pas faire de projet à gauche ou trop à droite au Canada. Là. C'est bloqué dans les deux sens. Fait que tu es contraint dans une ligne très mince, puis ce que tu souhaites ne peut pas advenir dans le Canada. Quelqu'un de très à droite ou très à gauche, qui sont plus militants que les autres généralement, il faut leur dire que votre vision est impossible dans le Canada. Elle est peut-être plus possible dans un pays indépendant en supprimant un gouvernement de trop. Mais en attendant, c'est pas possible. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Parce que le gouvernement fédéral peut défaire dans les deux sens quand c'est pas à son goût. Mmh. L'une des questions qui, moi, me passionne dans l'hypothèse d'une constitution québécoise, c'est qu'on va pouvoir vraiment redéfinir nos institutions politiques, notamment. Puis je pense que c'est important quand on voit le taux de cynisme qui ne fait qu'augmenter, j'ai l'impression du moins, au Québec, puis au Canada, puis même dans le monde. Hem, Puis ça, je trouvais ça intéressant dans le Livre bleu parce que c'était le pays des possibles. Vous détaillez un peu tout ce qui est possible au niveau, par exemple, du Parlement, d'avoir de revenir avec un Sénat. Après ça, si on a un Sénat, est-ce qu'il est élu, tiré au sort, avec quel pouvoir, avec une représentation autochtone, et cetera. Veux-tu nous en parler un peu de ce travail-là? Parce que c'est vraiment colossal, là, toutes les possibilités qui sont devant nous. Ben, en fait, ça fait partie de la philosophie qu'on voulait avoir dans le livre bleu. La philosophie qu'on voulait là-dedans, c'était euh, euh, on peut pas, nous, comme parti politique, dire ça va être ça les institutions du pays à naître, parce que genre, c'est foncièrement antidémocratique, puis en plus de ça, on peut pas le promettre. Parce que si on remet ça dans les mains du peuple ou d'une constituante, on perd du pouvoir, là. On redonne ça au peuple. Fait qu'on pouvait pas dire ça va être ça. Mais maintenant, on a essayé de faire le tour des possibilités pour dire aux gens, mais voici tout ce qui est possible de faire. Puis là, ben, pour ceux qui s'intéressent vraiment, ces questions-là, ben, on dit que tout est possible essentiellement dans les paramètres d'une démocratie libérale, en disant qu'il y a quand même certaines choses qui sont presque sûres d'arriver. Je pense pas qu'on va être une monarchie. Mhm. Hein? Ça, c'est comme, on va être une république. C'est clair, les Québécois sont contre la monarchie, puis c'est très, très rare. Il y en a eu des exemples, là, mais c'est très rare dans les dernières décennies que des pays sont devenus des monarchies. Il y a la Thaïlande, je pense que c'est arrivé, ou le Cambodge, là, mais genre, tu sais, c'est c'est- c'est rare. Mais après ça, est-ce qu'on va avoir une chambre haute? Tu sais, puis je pense pas qu'on va reproduire aussi les défauts des institutions canadiennes. Tu parles d'un Sénat nommé, très peu probable que ça arrive. Puis personne ne fait ça, c'est archaïque. Le Sénat canadien, c'est une honte démocratique. On va pas refaire ça. Mais est-ce qu'on veut une chambre haute avec des représentants des régions, des représentants des nations autochtones? Euh, Quel pouvoir on veut donner à une chambre haute? Il y a plusieurs modèles qui existent. Il y a le modèle, disons, plutôt américain, où une loi qui sort, puis canadien, ben, en passant, là, une loi qui sort du Parlement doit être la même version exacte, puis les deux chambres doivent s'entendre, sinon il n'y a pas de loi qui sort. Comme ça au Canada, c'est comme ça aux États-Unis. Ou on veut un Sénat plutôt consultatif, ou un Sénat entre les deux, comme en France, où euh, l'Assemblée nationale a le dernier mot. La Chambre basse a le dernier mot. Après, un long travail de mise en commun.
Il y a beaucoup de verrous à sauter pour que la Chambre basse puis l'Assemblée nationale se prononce. Toutes les possibles sont là. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de contre-pouvoirs? On met tout ça parce qu'on pense que c'est important qu'il y ait des contre-pouvoirs. La décentralisation, est-ce qu'on pense que ça va arriver? Ça, on est un peu plus affirmatif là-dessus parce que le Québec, s'il devenait indépendant demain matin, l'État québécois aurait beaucoup, beaucoup de pouvoir. Fait qu'il faudrait décentraliser, c'est presque sûr. Mais quelle forme prendrait cette décentralisation-là? Il y a plusieurs modèles. Là, on rentre dans les opinions personnelles. Qu'est-ce que je pense qui va arriver? Bien, moi, je pense qu'on ne reproduirait pas un modèle fédéral comme le Canada. Il y aurait une décentralisation, mais ça serait organisé différent, peut-être sur le modèle des Pays-Bas. C'est quoi le modèle des Pays-Bas? Ben, le modèle des Pays-Bas, c'est un modèle où la Constitution reconnaît des paliers en dessous du palier national, elle reconnaît leur existence, puis dit que les pouvoirs qui sont confiés à ces paliers-là, c'est déterminé dans ce qu'on appelle une loi organique. En Europe, il y a beaucoup ça, les lois organiques. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi la différence entre... Non. Ben, il y a ça en France, il y a ça dans les Pays-Bas, puis dans beaucoup de pays européens. Il y a ça. Une loi organique, c'est une loi qui est adoptée avec des critères d'adoption plus stricts, puis des méthodes qui sont... il y a beaucoup plus d'obligations de consultation. Fait que souvent, il y a ça, là, comme dans la hiérarchie des normes judiciaires de beaucoup de démocraties. On ne connaît pas ça dans le monde anglo-saxon parce qu'une loi, c'est une loi. Mais il y a la Constitution, il y a les lois organiques, il y a les lois, les règlements, puis là, comme il y a dans... Mais la loi organique, c'est comme entre la Constitution et une loi ordinaire avec... C'est plus tough, c'est plus difficile à changer. Ça nécessite plus de temps. Puis, par exemple, mettons que tu as un Sénat consultatif. Ben, pour les lois organiques, il doit donner son assentiment. Donc, c'est une étape supplémentaire. Ben, là, ça dit, mettons, dans la Constitution néerlandaise, il y a des paliers régionaux. Leur rôle global, c'est ça. Leur responsabilité, c'est défini dans des lois organiques. Ce qui n'impose pas un cadre super strict, mais qui impose une vraie discussion de fond sur la question. Fait que ça pourrait être quelque chose comme ça. Moi, je pense que ça serait plus proche de nos pratiques de refaire une fédération avec des paliers puis les mêmes problèmes. Là, les mêmes problèmes surviendraient là, qu'on a dans le Canada. Mais qui sait, peut-être que les Québécois choisiraient de refaire une fédération, puis ce serait leur choix. Ouais, puis je me dis que globalement, ça nous ouvre les possibilités, comme on le disait, mais ça pourra pas être pire, dans le sens Ah que... non, ça c'est facile dans n'importe quoi de pas faire ce que tu connais en disant je vais l'améliorer. Des fois, c'est difficile de se départir complètement d'habitudes qui sont ancrées. C'est pour ça qu'on dit qu'on pense que le pouvoir exécutif va être assez fort dans le Québec indépendant parce que c'est une habitude qu'on a. Mais le pouvoir exécutif est très, 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 très fort au Canada et au Québec. C'est parmi les pouvoirs exécutifs les plus forts dans la démocratie, dans les démocraties. En tout cas, informellement, du moins. Formellement, il est peut-être un peu plus faible qu'on pense, mais informellement, c'est juste extrêmement fort, puis de plus en plus. Fait qu'on pense que ça va être difficile de dire du jour au lendemain le pouvoir exécutif est très faible. On n'est pas habitué à ça. C'est pas impossible, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ouais, puis ça, j'aimais ça. J'aime ça que vous le disiez parce que c'est honnête, tu sais. On peut déjà prévoir puis s'attendre à potentiellement qu'est-ce que ça pourrait être le Québec indépendant puis quelle serait la décision, tu sais, à partir de ce qu'on connaît du Québec puis de notre histoire politique, etc. L'une des grosses préoccupations aussi, c'est les frontières puis l'armée. Tantôt, les frontières, on en a parlé avec le passeport. L'armée, il y a beaucoup de gens qui doutent. Puis tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a intéressé, puis je l'avais lu dans le livre bleu. On a juste un ministère à créer. Ça, je pense que c'est signe qu'on est déjà quand même pas prêt pour être un pays. Puis c'est le ministère de la Défense. Est-ce qu'on est capable d'avoir une armée? Ça, c'est une question qui me fait mal parce que quand les gens me posent cette question-là, je leur dis. J'ai envie de répondre par une question pourquoi on ne serait pas capable? Je veux dire, oui, on est capable. Puis cette question-là vient, je pense, de notre inféodation dans le régime fédéral, puis dans le fait que le palier fédéral, il gère les affaires tellement loin, on est tellement habitué que ça soit géré par d'autres, qu'on en vient à douter nous-mêmes si on serait capable de faire quelque chose qu'on fait déjà dans les faits. Les soldats québécois qui sont dans l'armée canadienne, c'est des soldats à Valcartier qui sont des Québécois, ils ont juste une feuille d'érable sur leur uniforme. Est-ce qu'ils ne seraient plus capables de faire leur travail parce qu'ils changent d'allégeance, c'est-à-dire envers le Québec? Il y a des Québécois qui font carrière dans l'armée canadienne. Là. Le candidat du Parti québécois dans Saint-Jean, c'est un ancien militaire. Officier. Officier. Puis
pas mal certain qu'il va en avoir d'autres aussi. Bon. Euh, ben, est-ce qu'on ne serait pas capable de faire ce que toutes les nations du monde font? Bien sûr que oui, on va être capable. Puis il y a déjà une expertise. Puis normalement, ces gens-là, ben, il y aurait le choix. Un soldat québécois qui ne voudrait pas servir pour le Québec indépendant, il pourrait continuer de servir pour le Canada, mais on pense qu'il y en a beaucoup qui choisiraient le Québec. Puis après ça, on pourrait définir nos besoins militaires en fonction de nos engagements internationaux, puis de notre situation continentale, qui est moins risquée que d'autres endroits dans le monde. Tu sais, un des atouts du Canada, souvent on me dit donne-moi une chose de bon sur le Canada. Ben, je réponds, c'est la géographie. Puis, ben, ça concerne le Québec aussi. Puis personne ne peut nier ça, mais on est bien situé dans le monde. On est adossé à la plus forte armée du monde, qui considère d'ailleurs que l'hémisphère lui appartient. Fait qu'il ne tolérerait pas que la Chine ou la Russie viennent envahir le Québec ou le Canada. Puis maintenant, on pourrait faire ce qu'on veut avec les actifs militaires qu'on recueillerait du Canada. Puis ça serait avoir une armée complètement opérationnelle, ça prendrait quelques années, mais on partirait sur une base qui est infiniment plus grande que d'autres pays. Là. Donc, on est capable, Ben, oui. on a une base Oui. sur laquelle s'appuyer. À quoi va ressembler notre armée? Ben, c'est difficile de le dire parce que c'est un choix gouvernemental. C'est un choix de politique de défense. Souvent, c'est assez transpartisan, ces choses-là, notamment en Europe, puis même au Canada. Il y a des choses qui changent beaucoup selon les gouvernements. La politique de défense, c'est rare que les gouvernements défont tout puis refont tout parce que, les élections ne se font pas là-dessus. Fait que il n'y a pas d'incitatif à faire des points politiques là-dessus. Puis deux, c'est des processus qui sont vraiment lents. L'armée ressemblerait à nos objectifs qu'on se définit. Puis on peut penser qu'on aurait une armée semblable à celle des pays scandinaves, c'est-à-dire des soldats professionnels dotés d'équipements militaires modernes en nombre suffisant pour assurer la défense du territoire, puis de faire partie des alliances qui sont dans notre intérêt. Est-ce que ça serait une armée? On pense que normalement, la philosophie québécoise, c'est plus une armée défensive sur des missions généralement de maintien de la paix, mais il ne faut jamais s'enlever des possibilités dans ce domaine-là. Il faut être capable d'exécuter des missions des fois puis de participer à des coalitions. On ne sait pas de quoi demain va être fait, mais on serait tout à fait capable et possible de faire une armée semblable aux autres. Puis si on partait avec moins de quincailleries militaires parce que le Canada veut les reprendre, on s'en achèterait des nouvelles avec notre endettement qui est moins. C'est pas vraiment compliqué. C'est sûr qu'il n'y aurait pas un armée. C'est sûr que ça, de dire au jour 1 d'un référendum, il y a une armée opérationnelle, non. Mais en même temps, on est super bien situé dans le monde pour prendre le temps de bien faire les choses. Il n'y a pas de menace immédiate au territoire québécois. Puis c'est juste impossible parce que notre voisin, c'est la plus grande machine militaire de toute l'histoire de l'humanité, qui n'a aucun intérêt à ce que quelqu'un vienne foutre le bordel au Québec avec l'électricité qui alimente New York. Là. Tu sais, à un moment donné, des fois, il faut prendre des pas de recul et regarder la vraie géopolitique. Là. Pour nous, c'est une force, tu sais, parce qu'on sait que mais il y en a beaucoup que ça fait peur, ça, justement, qu'on soit collé aux États-Unis, la plus grande armée du monde. Est-ce qu'on doit avoir peur de ça? Est-ce que les États-Unis gagneraient, puis est-ce que c'est un scénario probable, selon toi, que les États-Unis nous envahissent? Ou même, j'ai déjà entendu que le Canada nous envahisse. Ah ouais? Bon. Ça en dit long sur le Canada, d'ailleurs. Oui, ben c'est ça. Si le Canada n'était pas pour nous envahir, quittons ce pays dès demain. Là. Oui. Genre, veut-on vivre avec quelqu'un qui veut nous envahir? Là? Bon. Ça fait un peu relation toxique. Oui, c'est très toxique. Ben, la première chose qu'il faut se dire, puis encore une fois, ça demande une certaine dose de réalisme. Si les États-Unis voulaient envahir le Canada et ou le Québec, il n'y a rien qu'on pourrait faire pour les empêcher. L'armée américaine est la plus puissante du monde. C'est une armée qui a des armes nucléaires, qui a la plus grande aviation, qui a de très loin la plus grande marine. Pour te donner un exemple, une marine nationale, là, on considère que c'est puissant quand ça a des porte-avions. Puis qu'il y a toute une flotte autour des porte-avions. La Chine en a un ou deux, peut-être trois maintenant. Il va en avoir trois. L'Inde, un ou deux. La France en a un nucléaire. Le Royaume-Uni en a deux. Puis généralement, autour d'un porte-avions, il y a
il y a toute une flotte opérationnelle qui soutient l'opération. On appelle ça un groupe aéronaval. Puis essentiellement, il y a des sous-marins, puis tout un groupe autour du porte-avions. Puis un pays qui est capable de mettre un groupe aéronaval autonome, là, c'est une puissance mondiale. Les États-Unis ont 14 groupes aéronavals. 14. Fait qu'il n'y a rien qu'on pourrait faire. Canada, pas Canada. Fait que ça, si ça arrivait, qu'on est dans le Canada ou pas, ça change strictement rien. Maintenant, est-ce que les États-Unis ont intérêt à le faire? Non. Ils n'ont pas intérêt à le faire parce que c'est très dur d'administrer une population qui ne veut pas être dans. Ça serait facile pour eux de gagner le conflit, mais ça serait très difficile d'administrer après avec une population réfractaire. Puis tous les endroits dans le monde où ils l'ont fait, ça s'est très mal passé pour des pays moins technologiquement avancés. Puis, s'ils le faisaient, ça détruirait ce qu'il leur reste, puis ça diminue un peu avec la présidence actuelle, mais les États-Unis ont toujours prêché par l'exemple. Fait que faire quelque chose comme ça, ça deviendrait un pays que plus personne veut faire confiance, puis ça précipiterait la fin de sa mainmise sur les affaires internationales, parce que là, c'est un peu moins vrai que la présidence actuelle, mais une des grandes puissances des États-Unis, c'est le fait de montrer l'exemple, puis d'avoir une espèce d'autorité morale sur ces affaires-là. On défend des valeurs, qu'on n'envahit pas des pays, etc. Fait que s'ils faisaient ça, ça irait très mal dans le monde en passant. Là. Fait que, tu sais, le Québec ne peut pas non plus penser qu'il est à l'abri de tout, puis qu'il est à l'abri du monde, puis qu'il n'y a rien qui peut lui arriver. Sauf que les États-Unis ont souvent eu des pulsions d'envahir le Canada dans l'histoire. Là. Ils ont souvent eu ça. Au début des tournées des années 1900, ça se parlait. Puis ça se fait jamais parce que c'est complètement irréaliste, puis ça précipiterait les États-Unis dans une crise très grande. Fait que moi, j'ai aucunement peur que ça arrive. Ils n'ont pas besoin de ça non plus pour avoir de l'influence. La preuve étant que en ce moment, ils en ont de l'influence sur la politique canadienne. Ils n'ont pas besoin d'envoyer un soldat. Puis probablement d'ailleurs qu'il y aurait des rébellions. Là. Le monde ne serait pas d'accord avec ça aux États-Unis aussi non plus. Là. Ben oui, envers un allié démocratique. Ouais, mais ben, déjà, on peut se désoler de la faiblesse des institutions américaines pour répondre à la présidence qu'on connaît. Hein, Voldemort. Mais même quand il était question du Groenland, là, les plus extrémistes du parti au pouvoir, c'est comme non, là, ça marche pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Fait que là, si ça n'arrive pas pour un étendue de terre glacée avec 50 000 personnes, peut-être stratégique, ben pourquoi ça arriverait pour 40 millions de personnes ou 9 millions de personnes? C'est les mêmes principes. Là. Ils savent, ça serait quoi les effets de ça qui seraient dévastateurs sur le long terme. Mm-hmm. Ben ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me fais toujours l'écho des nombreux commentaires qu'on reçoit. Il y en a qui vont juste avancer que oui, peut-être que le Québec, ils vont finalement considérer que le Québec est capable d'avoir une armée, mais elle sera plus petite à notre échelle, à l'échelle québécoise que l'armée canadienne, puis donc on serait plus vulnérable face aux États-Unis, puis que là, ils vont sauter là-dessus à la première seconde. Le Canada là, a négligé sa défense à un niveau tel que quand il y a eu un ballon sonde chinois qui a traversé le territoire canadien, le Canada n'a pas été capable d'envoyer des jets pour défaire le ballon sonde. Ils ont demandé aux Américains de venir survoler le territoire canadien pour l'abattre. Je ne sais pas comment les gens considèrent que c'est de la souveraineté, ça, là, mais c'est pas de la souveraineté. Tout notre matériel militaire, à quelques exceptions près, là, on essaie de changer ça au Canada, c'est du matériel américain dont ils connaissent le fonctionnement absolument de A à Z. Fait que notre armée, là, on vient de signer un contrat pour des sous-marins diesel électriques parce que les États-Unis n'en font même pas beaucoup de ça, ils sont pas... mais en dehors de ça, on a acheté l'F-35. On est complètement inféodé aux États-Unis au niveau du matériel militaire, à un niveau où là, les gens s'en rendent compte qu'il faudrait aller vers ailleurs, mais ça ne se défait pas en criant ciseaux, ça. Là. C'est des années. Nous, on aurait peut-être même l'opportunité d'aller plus vite dans notre transformation puis d'être plus flexible dans notre approvisionnement militaire, ce qui n'est pas le cas. Les gens pensent qu'on a une souveraineté là, absolue face aux États-Unis au niveau de la défense. Là, c'est faux. C'est absolument pas vrai. Il faut l'accepter parce qu'on est adossé au plus grand empire militaire, ou la plus grande puissance militaire de l'histoire du monde. Fait que c'est pas vrai qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est juste faux. C'est comme ça. C'est notre géographie, puis on peut pas rien y changer. C'est une question super intéressante. En tout cas, je vais peut-être essayer de planifier un autre épisode spécialement juste sur cet aspect-là, parce que je pense qu'on a globalement
très peu connaissance de l'armée canadienne en comparaison avec les autres armées pour affirmer justement Mmh. que le Canada nous protège, là. Je pense qu'on doit collectivement réaliser que non, le Canada n'est pas une source de protection, pour le Québec. Fait que ça vaut la peine de creuser la question puis, de projeter aussi une armée, québécoise là, il y avait des super, passages intéressants là dans le Livre bleu justement tantôt quand tu en parlais que le fait que le Québec pourrait se retourner vers ses alliés, puis leur demander: «Qu'est-ce que vous avez de besoin?» Que l'armée québécoise, puisse se spécialiser, tu sais? Puis qu'on soit un atout pour nos Mmh. alliés. Ben, c'est ça, quand tu es un plus petit pays puis que tu as pas les ressources pour avoir une armée qui est capable de faire efficacement tous les types de missions, tu te spécialises puis tu deviens, dans certaines situations, le partenaire vers qui on se tourne. Ce que le Canada fait pas vraiment. Bon, dans les forces spéciales, on n'est pas mauvais au Canada, là, mais au contraire même. Mais en dehors de ça, c'est pas avec nos vieux F-18 qu'on se tourne quand on a besoin de faire des missions aériennes. C'est pas vers la marine canadienne qu'on se tourne quand on a besoin d'avoir des sous-marins à la pointe de la technologie ou d'avoir des navires qui sont capables de faire de la guerre sous-marine correctement. Puis les chars d'assaut, l'artillerie, surtout les chars d'assaut canadiens, sont pas pourris, mais ils commencent à être vieillissants. Les Léopard 2, c'est pas les plus récents. Fait que tu peux les mettre à jour puis mettre de l'équipement par-dessus puis les faire évoluer, mais l'armée canadienne, c'est une armée généraliste qui a beaucoup trop, de toute façon, à travers le temps. C'est dit, ben, on est à côté des États-Unis, il n'y a rien qui peut nous arriver. Fait que on ne respectera pas les standards de l'OTAN, on n'investira pas dans l'armée, puis les États-Unis vont faire le travail à notre place. Mmh. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont l'impression que le Canada fait ça, mais c'est pas vrai. Là, c'est la première fois depuis très longtemps que le gouvernement a dit ouais, il faudrait peut-être arrêter parce que tout le monde rit de nous. Puis qu'on est plus rendu un. Hey, dans certaines lectures qu'on a faites pour le livre bleu, là, il y a des articles qui disaient que le Canada avait tellement peu investi dans son armée, puis avait tellement perdu de l'expertise que même un réinvestissement massif, ça serait difficile de faire quelque chose avec parce qu'on a perdu l'expertise pour faire quelque chose avec l'argent qu'on recevrait. Fait que, c'est pas glorieux, là. Je veux dire, les gens qui servent ont tout notre respect. Ils le font dans des conditions difficiles, de sous-financement chronique. Mais l'armée canadienne, c'est pas vers ça que tu te tournes pour dire c'est la fine fleur de l'OTAN, là. C'est pas Mmh. ça. On est souvent l'armée américaine souvent va quelque part, puis l'armée canadienne arrive en service de buffet, par la suite. Je pense que c'était Mike Ward qui disait ça en Ouais, blague, là. ouais. C'est Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai que ce qu'on a fait en Afghanistan, c'était sérieux. Puis, il y a beaucoup de militaires québécois qui sont décédés là. Puis, personne ne disait qu'on. C'est quelque chose qui arriverait au Québec, ça. C'est-à-dire que on considère souvent que les soldats canadiens sont plus polyvalents parce qu'ils n'ont pas de ressources puis il faut qu'ils fassent tout. Au Québec, ça serait la même chose. On aurait une armée ou des gens qui servent qui seraient capables de faire plus de missions puis plus débrouillards. Dans les grosses armées, comme aux États-Unis, tu es spécialisé dans une affaire, c'est ça que tu fais, puis c'est pas d'autre chose, puis on te forme là-dessus, puis on peut pas te prendre et te faire autre chose. Dans des pays petits comme le Québec, euh, ben, petits dans le sens pas genre des puissances militaires comme les États-Unis, c'est ça. euh, on devient polyvalent. On est capable d'être plus habile dans l'émission. Puis ça, souvent, quand on lit la littérature là-dedans, c'est quand même reconnu que les soldats canadiens sont plus débrouillards. Mais ça vient, ça, parce qu'ils n'ont pas de ressources, puis il faut qu'ils fassent avec les moyens du bord. Mmh. Évidemment, je le disais avec, Ouais. à la blague, là. Hem, il y a, toute une section sur, les Premières Nations et les Inuits qui est à venir. Ça, je pense que ça va venir au mois d'août. Ouais, c'est la cible, c'est la mi-août. On attend le retour des représentants autochtones qu'on a consultés pour avoir leur avis sur ce qui est dans ce chapitre-là, parce qu'on considérait que euh, c'était nécessaire de les consulter dans la mesure où tu veux avoir des relations de nation en nation, puis que tu considères que c'est ça la relation que tu établis, ben tu peux pas dire voici ce qui va être décidé pour cette nation-là. Fait qu'on attend leur retour, puis ben les consultations sont parties depuis un bout de temps, puis ils vont nous donner leur opinion sur le chapitre, voir s'il y a des choses qu'ils voudraient changer ou pas. Euh, Fait que c'est ça un peu l'idée derrière ça, c'est de dire on va pas arriver et dire c'est de même que ça va se passer parce qu'on fait plus ça avec les Autochtones. Ça, c'est une ancienne manière de faire dont on essaie tout le monde de se départir, c'est de faire de la co-construction puis de les consulter. Ça me fait penser à une question que j'ai oublié de demander au début. Le Livre bleu, est-ce que c'est le premier exercice dans ce genre-là?
Dans le mouvement indépendantiste, est-ce qu'il y a eu d'autres, livres bleus, similaires? Je sais que c'est le plus volumineux de l'histoire. Il n'y a jamais eu un exercice il y a jamais un exercice de cette ampleur-là. Il n'y a jamais eu un exercice aussi détaillé que ça. Euh, euh, mais il y a eu certains exercices faits par le parti, notamment au début de l'histoire du Parti québécois. Euh, Puis en 95, le programme de 94 était assez détaillé sur l'indépendance, mais beaucoup de la littérature a été faite après par le gouvernement. Tu sais, le plan détaillé de l'évêque, c'était dans un document gouvernemental, un partenariat d'égal à égal, si je me souviens bien. Puis en 95, le parti avait fait publier un livre, une petite plaquette qui faisait office de très mini livre bleu sur de quoi aurait l'air le Québec indépendant. Mais c'était à très grands traits, puis c'était infiniment moins dans le détail que ça. Fait que c'est la première fois dans l'histoire que c'est aussi gros, puis qu'on répond à autant de questions. Puis je pense qu'on a même dépassé ce que. En fait, pas je pense, je sais qu'on a dépassé le niveau de détail que le gouvernement avait fait en 95. C'est-à-dire que Jacques Parizeau avait planifié beaucoup de choses, mais on est allé vraiment plus loin. Puis on a fait des choix qui étaient différents aussi à l'époque. Ben, c'est très bien. Rapidement, là, on approche vers la fin. Il y a d'autres chapitres. Là, j'ai couvert les chapitres que moi m'interpellaient le plus, mais surtout, tu auras compris à travers mes questions de ce que je vois beaucoup sur les médias sociaux et Oui. dans mes discussions. C'est quoi rapidement les autres chapitres qu'on peut retrouver dans le livre bleu? Ben, on peut retrouver. Il y a deux chapitres, je pense, ben, ils sont tous importants, mais ce qu'on dit aussi avec le livre bleu, c'est les chapitres sont autoportants, ils se tiennent l'un et l'autre. Ben, ils se tiennent, c'est-à-dire par eux-mêmes, pas l'un et l'autre, par eux-mêmes. Et donc, euh, s'il y a un sujet que tu aimes, tu peux placer ça en priorité. Puis tu peux dire, ben moi, je veux lire ça, ou pour moi, l'indépendance, c'est ça. Les autres chapitres dont on n'a pas parlé, c'est les chapitres techniques sur l'environnement, les ressources naturelles, les transports, l'énergie. Puis deux chapitres que moi, je considère, à part l'économie, là, d'autres personnes l'ont déjà parlé parce que c'était sorti avant, mais les autres chapitres qui restent, c'est sur prendre soin de son monde, genre comment le Québec prend soin du monde, donc les programmes sociaux, puis ça traite beaucoup du pouvoir de dépenser, et le chapitre sur la justice, qui, à mon avis, est vraiment important. Euh, Fait que c'est ça, en fait, qui resterait segmenté sur les communications aussi, sur la culture. On explique dans la deuxième moitié toujours un peu pourquoi l'indépendance dans ce domaine-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire sur des sujets plus précis. Fait que dans le fond, on touche toutes les grandes responsabilités du gouvernement fédéral. Super. Il y avait une question du public avec laquelle je voulais te poser, tout simplement, que je trouvais intéressante parce que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est un peu hostile, mais je pense que c'est nécessaire des fois d'adresser certains conflits. Ça allait comme suit. Quelle excuse un gouvernement péquiste utilisera après une troisième défaite en 2030? Fait que ça, c'est la première partie de la question. Et peuvent-ils nous ficher la paix avec ce projet farfelu de pays du Québec une fois pour toutes? Fait que je me demande, c'est ça, ta réponse là-dessus. Ben, ma réponse là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune démocratie dans le monde qui décide de manière définitive de plus jamais traiter d'une question. Alors, les circonstances peuvent changer. Puis, c'est pas farfelu, là, au contraire. Là. Quand les gens disent que c'est farfelu, c'est très chauvin un peu. Là. C'est de dire tous ceux qui ont fait ça, là, c'est des cons, des clowns. C'est du monde qui ont. Tous les autres pays qui ont fait ça, c'est des gens pas sérieux. Ils sont tous farfelus. Ça manque de respect, je trouve, pour les nations qui ont décidé de faire ça. Euh, Puis deuxièmement, comme je dis, ça se peut pas une démocratie qui s'interdit de consulter des gens sur des sujets pour toujours. Fait que là, une des raisons pour laquelle il y a une résurgence de la question indépendantiste, c'est que la situation du Québec dans le Canada s'est aggravée, puis il y a la moitié du monde qui vont pouvoir voter qui n'ont pas pu voter. Fait que c'est vraiment antidémocratique de dire fichez-nous la paix avec un sujet parce que un jour, tout le monde, deux choses de sûr dans la vie, les impôts puis le décès, la mort, ben on peut pas s'engager pour les 100 prochaines années à ce que les gens se posent pas des questions. Là. Fait que c'est aux gens de décider, c'est ça. Puis généralement, quand j'entends quelque chose comme ça, c'est comme ah, vous êtes contre que des partis présentent des idées puis les soumettent au verdict du peuple. Moi, je suis pas contre ça. Là.
on peut rasser 15 fois. Il y a des partis que ça fait des élections et des élections qui s'essayent de se faire élire, puis se font rejeter tout le temps. Et il y a un parti communiste au Québec ou marxiste, là, ça fait des décennies qu'ils s'essayent. Puis est-ce qu'on leur dit t'es farfelu, arrête de te présenter aux élections? Non. Ils ont le droit de se présenter aux élections, puis de faire valoir leurs idées, puis de les répéter pour l'éternité. Fait que on souhaite bien bonne chance à ceux qui veulent que la démocratie s'arrête selon leurs idées, puis qu'on ne discute plus de rien. Surtout quand la situation se dégrade. Ah oui. Ben oui, puis c'est ça, comme tu le dis, c'est la démocratie au fond. Tu sais, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans nos commentaires ces temps-ci. Il y a juste 30% des gens qui veulent l'indépendance. Fait que je veux bien. Premièrement, les sondages bougent. Après ça, comme tu le dis, il y a des partis qui sont à moins de 30%. Est-ce qu'on les interdit, ces partis-là? Non, et c'est pas souhaitable de les interdire. C'est la démocratie. Ils vont apporter des idées. Des fois, ça va évoluer puis arriver au gouvernement. Puis Le sémillant Patrick Derry a fait cet argument-là cette semaine ou la semaine OK. dernière en montrant des sondages et en disant pourquoi on élirait des gens qui sont contre ce que les gens veulent. Les gens ont changé d'idée dans les démocraties. Je ne sais pas si les Patrick Derry de ce monde sont au courant, là, mais si on change de gouvernement, c'est parce qu'on change d'idée. Puis, il y a juste à faire valoir ses arguments. Généralement, quand les gens font ça, c'est qu'ils nous télégraphient le fait qu'ils ont peur de voir leurs idées perdre. Ça les énerve parce que ils risquent de ne pas avoir leurs idées qui triomphent, fait qu'ils essayent de censurer le débat en disant les gens n'en veulent pas maintenant, fait qu'on devrait arrêter d'en parler. Ben moi, quelqu'un comme Patrick Derry, là, et je lis toutes ces idées, là, puis il y a bien des idées qui ont été rejetées plusieurs fois par l'électorat québécois. Faut-il qu'il arrête d'en parler? Non. Il a le droit d'en parler. Puis nous, on a le droit de le battre. Fait que c'est la même affaire pour ça. Puis au même titre que les partis politiques proposent des idées souvent aussi impopulaires, puis Ben oui. on va pas leur dire les gens en veulent pas du privé en santé ou les gens en veulent pas de telle taxe de Québec solidaire. Et ces partis-là sont là pour apporter dans le débat démocratique, puis ça fait partie de l'ordre normal des choses. Mais je trouve ça quand même intéressant de pouvoir des fois adresser ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Mais ça, c'est parce qu'on est bien positionné. Hein? On n'entend pas ça si on était plus bas dans les sondages. On l'entendait effectivement pas en 2022. On ne l'entendait pas en 2022. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur de perdre ces gens-là. Fait que là, il essaie de couper le débat en disant il essaie de revenir avec une question, genre, ben moi, je suis désolé, là, j'ai jamais voté sur l'indépendance. Puis je suis le rédacteur du Livre bleu avec d'autres, là. Fait que j'aimerais ça pouvoir voter là-dessus. Oui, puis c'est pas farfelu, tu sais, c'est 527 pages dans la version que j'ai consultée. Le livre bleu, c'est très détaillé. Fait que, en tout cas, moi, j'aimerais ça aussi que ces gens-là nous arrivent avec. En tout cas, moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, t'es qui pour me dire que j'ai pas le droit de voter là-dessus? On passera à la partie ça ou ça, si tu le veux bien. Fait Oui. que c'est des questions en rafale. Je vais essayer de répondre à ça le plus. Ne me jugez pas, je vais essayer de pas faire, tu sais, comme vraiment de faire ça ou ça. Parfait. Puis après ça, on pourra y revenir dans les explications plus longues si tu veux. Puis t'es pas obligé s'il y a des questions que tu veux pas. Lève tôt ou lève tard? Lève tard, couche tard. René Lévesque ou Jacques Parizeau? Ouh. René Lévesque. Les colocs ou les cowboys fringants? Les cowboys fringants. Nicolas Sarkozy ou François Hollande? François Hollande. Livre bleu ou budget de l'an 1? Livre bleu. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Québec indépendant avec un gouvernement de droite. Je le combattrai si jamais ça fait pas mon affaire. Québec, convergence des indépendantistes ou division assumée? Convergence. À la fin, il va falloir travailler ensemble. Oui. Il n'y aura qu'un seul candidat oui. Exactement. Mais de toute façon, une fois que la question est posée, c'est ça. Exact. Fait que voilà, ça fait le tour du ça ou ça. C'est pas trop pénible comme exercice. Comment qu'on peut suivre le développement du livre bleu? Je sais que tu donnes des conférences un peu partout au Québec. J'en donne jusqu'au 2 août. Donc, vraisemblablement, quand ça va être sorti, la vidéo, les conférences vont être finies. Il va peut-être en avoir après l'élection. Sinon, il faut aller voir sur le site Internet. Il y a des mises à jour. Puis les gens peuvent aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Là. Généralement, j'essaie de défendre notre travail. Est-ce que ça va être capté? Allez-vous capter une conférence? Il y en a qui ont été captés. OK. Il y en a qui ont été captés. Je ne sais pas quand ils vont être diffusés, mais il y en a qui ont été captés. OK. Fantastique. J'irai écouter ça aussi assurément parce que, comme je le disais, il y a des chapitres qu'on n'a pas couverts. Fait que j'imagine que tu fais le tour. Je fais le tour de tous les chapitres dans la mesure où c'est possible à environ 1h30 de temps.
Fantastique. Puis, également, j'invite les gens s'ils veulent approfondir les sujets, de la citoyenneté, de la monnaie, des relations internationales et de l'économie. On en a fait un épisode avec Pascal Paradis. Puis on avait fait aussi un épisode à l'époque avec, Gabriel Coulombe qui traitait, des questions économiques et financières. Donc, on peut retrouver ça sur notre chaîne et d'ici là, je vous invite, à vous abonner à Génération Oui. Il y a les élections qui s'en viennent. On a des beaux projets à vous dévoiler sous peu. Donc, si vous voulez être au courant de tout ça, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez également augmenter la portée de cet épisode-là, vous pouvez laisser un pouce en l'air, un commentaire, vous pouvez le partager. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.